Bonjour, bonjour, merci d'être là pour ce troisième épisode de lundi.dev, donc l'épisode numéro 2, parce qu'on est toujours des geeks. J'espère que vous allez bien, et si vous avez eu envie de vous étrangler en entendant quelqu'un qui dit parce qu'on est geek, vous êtes au bon endroit. Ah, vous êtes là, salut Pidgey, salut Amikia, et salut Human Bomb qui était là tout à l'heure, salut Aquarium, salut à tous. Oh là là, hein, le lundi matin, toujours aussi piquant, on va dire, le lundi matin. Il pique un peu, il pique un peu. Un peu moins, je dirais, que lundi dernier. Mais il pique quand même, hein. C'est le lundi qui pique. Le lundi est parfois compliqué, on va dire. Est-ce que vous m'entendez assez fort, d'ailleurs? N'hésitez pas à me dire pour le son. C'est quand même beaucoup de son dans l'affaire, on va dire, hein, dans la discussion. Lundi 30 mai, on arrive tranquillement vers la fin du mois de mai. Le mois de juin est à quelques heures de nous. Non, je dis la merde parce qu'il y a 31 jours dans le mois de mai. Ouais. On est dans le stream serviciel, hein. Je vous rends service, hein. Je vous dis quand même qu'en mai, il y a 31 jours. On sort d'un week-end de pont. Je pense que beaucoup d'entre vous, je l'espère, ont eu l'occasion d'en profiter. D'ailleurs, dans le chat, hein, est-ce que vous avez eu l'occasion de bien vous amuser durant ce week-end? Vraie question. Évidemment. N'hésitez pas. Ah, c'est lundi matin, c'est dur pour tout le monde, hein. J'ai toujours une pensée pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir des équipes qui se sont organisées pour avoir un point le lundi matin bientôt, là où vraiment il est compliqué de réussir à avoir une pensée cohérente. Tu sors à peine de ton métro, c'est compliqué de globalement réussir à savoir quoi dire ou quoi faire. Et on te demande, alors qu'est-ce que tu fais cette semaine? T'es là en mode genre, je vais continuer ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est assez dur, hein. C'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai une pensée pour vous. Une pensée pour vous. Oh, vous le savez, hein, ça commence tout doucement lundi.dev, hein. On prend notre temps. C'est un mélange de just chatting et de se balader sur des articles qu'on aime bien et qu'on lit ensemble. Ce matin, il y a un article traduit seulement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu, hein. J'ai quand même essayé de chercher des trucs. Je veux que cette semaine, j'ai moins trouvé de trucs cool que les épisodes précédents. Mais du coup, je pense qu'on aura plus de temps pour faire des trucs à la fin. J'ai envie de faire un truc cool et de découvrir en même temps que vous. C'est pas du tout pour dire que j'ai passé moins de temps à préparer. Non, non, en vrai, petit truc sympa que j'ai en tête, que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble. Donc on va voir. Et bonjour Gouldo. Mais ouais, compliqué, hein. Compliqué les... Compliqué. Compliqué lundi matin, bref. On est donc ensemble pour 2 petites heures de stream ensemble. Ensemble. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler ce petit truc tout bête, mais j'en profite. Vous avez la possibilité d'aller sur lundi.dev pour retrouver tous les liens dont on parle. Non, je le dis parce que en stream. Parce que sur YouTube, c'est facile. Si vous nous regardez sur YouTube, coucou, hein, laisse un petit commentaire pour dire que tu existes. Parce que moi, je suis toujours content quand je lis des commentaires. Même si c'est pour dire que. Je sais pas. Il n'y aurait pas eu de commentaire négatif pour le moment. Donc si vous avez un truc négatif, n'hésitez pas à le dire non plus. Soyez gentil, s'il vous plaît. Mais vous pouvez le dire. Sur lundi.dev, il y a tous les liens. Et sur YouTube, c'est également dans la description, hein, donc n'hésitez pas. Et ça vous permet en plus de retrouver tout ce dont on a parlé sans avoir besoin de m'écouter en parler. Vous pouvez aussi retrouver directement les liens vers les articles et les traductions. Parce que, comme vous le savez, je fais 1 à 2 traductions par semaine d'articles. Donc voilà, donc ça peut être sympa pour retrouver le truc. Et normalement, voilà. J'ai rajouté que le petit bouton se transforme en regarder en direct sur Twitch entre 10h et midi le lundi matin. C'est formidable. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours, messieurs, dames, ensemble. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire ça peut-être à chaque fois, j'en sais rien, mais je suis content aussi de souligner un tweet qui m'a fait sourire et qui est un peu lié à la tech. Et là, c'est le tweet de Hook Hook qui m'a fait sourire ce matin. C'est un problème qu'on avait vu enfin, on était plusieurs à marquer sur Twitter, mais qui m'a fait beaucoup rigoler, qui est la Poste. Donc la Poste, on parle du service public du courrier, hein, voilà, qui envoie des choses complètement improbables
Comme là où je cite Thomas qui nous dit Sérieux Lisa Laposte, donc c'est le compte de la Poste. Hein. Sérieux Laposte, vous êtes des génies. Déjà que votre cœur de métier c'est pas top, ça je laisse le dire. Bon, moi globalement ça se passe bien, mais ok. Alors dans l'IT vous êtes carrément une partie du problème. Ça doit être très très triste l'activité de la Poste recrute. Et en fait c'est un mail qu'il a reçu de la Poste qui dit Faites attention au phishing. Certaines personnes malveillantes se font passer pour la Poste. Il est important de savoir reconnaître les sites sur lesquels vous pouvez vous connecter en toute sérénité. Les sites légitimes de la Poste sont en majorité sous forme quelque chose laposte.fr, mais il existe des exceptions telles que Digipost, La Poste Bancale, Postimo.fr, donc déjà, paye ta consigne pas claire quoi. Enfin, waouh, on est quand même sur un truc très clair. Les sites de la Poste sont en la Poste, enfin pas tous, il y en a certains, c'est pas le cas. Bon, et surtout le mail est envoyé de newsletter-laposte.fr. Et le reply est sur email.lapostedigital.fr, qui sont deux sites qui ne sont pas dans la liste qui est indiquée là. Voilà. Mais faites attention au phishing. Hein. C'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni fait à faire. Alors j'adore parce qu'il y a un mec à droite, vous voyez peut-être pas, mais il fait genre Oh, ce tacle gratuit est complètement naze. On est un des seuls pays au monde à avoir une entreprise publique capable de livrer le colis pour la fête des grands-mères au fin fond du Larzac en moins de 3 jours pour 1,50€. Alors déjà, un colis en 1,50€, mec, il va falloir me dire où est-ce que tu le trouves. Parce que genre un colis pour 1,50€, il y a un problème. Genre rien qu'envoyer une lettre, c'est presque plus cher qu'1,50€. Et surtout, non, on n'est pas le seul pays en fait. Enfin, il y a beaucoup de pays européens qui s'en sortent très bien aussi. Hein, donc voilà. Et surtout que Hook ne demande pas non plus la privatisation de la Poste, hein, donc juste qu'ils fassent bien leur boulot. Surtout qu'en plus, c'est déjà bien assez privatisé, et c'est sans doute un des points de problème de la Poste aujourd'hui. Mais bon. Donc voilà, c'est assez terrible. Hein. Ah aussi, je suis sur Mastodon, mais bon, tout le monde s'en fout. Mais ça me permet de... En fait, j'ai les notifs sur Mastodon, alors je les ai pas sur Twitter, du coup, à chaque fois que quelqu'un me ping sur Mastodon, j'ai un son, ce qui me donne envie d'aller chercher. Salut Mopral. Donc oui, voilà, donc je voulais commencer par ce petit tweet rigolo. Assez, assez marrant de se dire que ouais, la Poste, dont on pourrait penser que c'est le métier, envoie de tels messages incohérents. Je bois un coup. Et on va passer au premier article, très court. Alors j'ai choisi, donc comme je vous ai dit, j'ai pas forcément trouvé énormément d'articles très intéressants aujourd'hui. J'en ai trouvé quelques-uns, mais pas beaucoup. Et du coup, je me suis un peu rabattu sur un des trucs que j'aime bien de Next Impact, auquel je suis abonné d'ailleurs depuis longtemps maintenant, et qui s'appelle le Brief, qui me permet d'avoir les news rapidement, rapidement écrites. Et je vous avoue que ça me sert pas mal parce que là, j'ai pas trouvé d'angle intéressant proposé par des boîtes en ligne sur ces sujets, hein. Dont une activité, dont un truc que j'avais complètement zappé d'ailleurs. Donc on va voir ça ensemble. Alors, on va commencer par Broadcom. Alors, je sais pas si vous connaissez Broadcom. Broadcom, ils font des chipsets, ils font plein de choses. Broadcom, ils font plein de trucs. Alors, Broadcom veut racheter VMware pour 61 milliards de dollars et un accord a été trouvé. Alors, VMware, merci Géogalis pour ton follow. Donc, VMware, c'est ceux qui font plein de choses autour de la virtualisation. Ils avaient aussi une activité de service, mais elles avaient été rachetées par OVH, je crois. OVH Cloud, il me semble. Bien un délire comme ça. Et Broadcom a envie de racheter, du coup, VMware. Hop. Donc en 2018, Broadcom avait pour rappel tenté de racheter Qualcomm. Donc Qualcomm qui eux font des puces, hein, donc ça semble cohérent. Hein, Broadcom et Qualcomm, pas pour juste le nom ressemble, hein, mais c'est parce qu'ils font tous les deux des puces. Mais Donald Trump s'était opposé à cette transaction avec la publication d'un décret qui avait donc été abandonné. De son côté, VMware vole de ses propres ailes depuis peu. Ah non, c'est pour VH et Dell. Ces sociétés avaient pour rappel tombé dans l'escarcelle de Dell, EMC, lorsque Dell avait racheté EMC fin 2016. Une scission entre Dell EMC et VMware a ensuite été annoncée avec une mise en place effective au 1er novembre 2021.
Dans un communiqué, Broadcom et VMware annoncent avoir signé un accord en vertu duquel Broadcom acquérera toutes les actions en circulation de VMware, c'est un rachat, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions, valorisant VMware à environ 61 milliards de dollars. C'est pour ça que j'ai gardé cette news. 61 milliards de dollars. Pas en train de dire, c'est pas 4,50 €, quoi. On parle d'une sacrée quantité de cash, quand même. Je suis assez bluffé par la quantité d'argent qui peuvent être brassés par ce genre de choses. Par VMware, quoi. En plus, VMware, dans la tête, j'ai pas une belle image de VMware parce que je suis pas dans les usages professionnels. Donc pour moi, VMware, c'est juste un truc pour faire tourner des VM. Et aujourd'hui, moi, je sais pas, je préfère VirtualBox ou d'autres trucs, quoi. Notamment parce qu'ils sont open source. C'est même des logiciels libres. Mais VMware, je sais pas, c'est un peu sorti de mon esprit. Mais je sais que c'est assez gros, en vrai, VMware aujourd'hui. Dans le monde, encore dans le monde de la grosse IT, on va dire. Et du coup, ben ouais, ça continue de peser, et apparemment ça pèse suffisamment pour quand même 61 milliards de dollars, ce qui fait, selon demande PTV, combien de colis la poste? Bah selon Didier, là, je sais pas, qu'on a vu tout à l'heure, pas mal de trucs. Gouldo souligne effectivement un truc intéressant, c'est que maintenant VirtualBox, vu que VirtualBox était fait par Sun, Oracle a racheté Sun, donc VirtualBox c'est Oracle. Donc, logiciel libre, oui, mais par une boîte pas très cool, parce qu'Oracle, c'est vraiment l'inverse du cool. C'est même un peu... c'est un peu Sauron Limited, mais bon. Oracle, quoi. Donc, je disais, 61 milliards de dollars pour acheter VMware, ce que je trouve énorme. De plus, Broadcom prendra en charge la dette nette de 8 milliards de dollars, donc en plus, voilà, ça éponge et tout. Il est prévu que lorsque l'accord sera définitivement entériné, le groupe Broadcom Software, pas Broadcom sur l'intégralité, changera de nom et opérera sous le nom de VMware, en intégrant les solutions logicielles d'infrastructure et de sécurité existantes de Broadcom. Évidemment, les autorisations d'autorités compétentes, tout ça, c'est-à-dire que l'Europe ou les US peuvent bloquer le truc s'ils sont pas d'accord. Gouldo, oui, qui souligne que OpenOffice, open source mais pas tant, voilà, c'est compliqué. Sun était une boîte incroyable qui a été rachetée par une boîte horrible, bref. Tout ça pour Java. Donc ouais, moi j'étais très étonné que VMware se vende pour... donc le côté software de VMware, se vende, parce qu'il n'y a pas tant d'hardware chez VMware, il me semble, se vende pour 61 milliards de dollars. Ça me semblait énorme. Voilà. C'est drôle car le site de VMware ne parle pas tant que ça de VM. Ah ouais, peut-être je suis intéressé, tiens. On va regarder le site de VMware. Oh là là, putain, c'est bullshit. Oh là 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 là, alors attention, regardez voir ça. Innover vite dans un monde multi-cloud. Créer, exécuter, gérer, sécuriser vos apps sur tous les clouds grâce au service VMware Cross Cloud. Oh là là. Solution pour votre entreprise multi-cloud. Je crois qu'ils aiment le cloud. Combien il y a de fois cloud? Il y a 21 fois cloud sur leur site. Cloud, avec du multi-cloud, avec du cloud. Est-ce que vous connaissez le cloud? Il y a du cloud. Je crois qu'ils font du cloud. Voilà, maintenant ils font du cloud VMware. Avec un peu de... Ah, ils sont très fiers parce que du coup, évidemment, ils ont des attaches locales. Bah, après, c'est VMware France, donc c'est logique qu'ils appuient là-dessus. Mais VMware est devenue une de ces boîtes. Bon, je pense qu'elle l'a peut-être déjà toujours été, mais une de ces boîtes chiantes pour grosses boîtes. Tu comprends jamais ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment un truc de l'enfer. C'est ces boîtes où t'arrives dessus et tu sais pas vraiment ce qu'ils font, quoi. C'est du cloud. Ils font du cloud. Ils font du multi-cloud. Ils font du cloud. Oui, Thomas, tu as tout compris. On parle de cloud aujourd'hui. C'est pas du tout. On va pas parler de cloud, mais VMware, ils font du cloud. On a découvert que VMware, ils font du cloud avec du cloud, du digital, du cloud. Est-ce que vous savez qu'ils font du cloud? Parce qu'ils font du cloud. C'est important. Donc VMware fait du cloud, voilà. Ceci dit, j'aurais peut-être bossé enfin, faire ce stream dans le cloud. Parce que peut-être que ça éviterait qu'il crache au milieu. On espère qu'aujourd'hui ça ne crache pas. Pensons-y. La dernière fois, le stream a craché au milieu. Évidemment, si ça crache, restez. Et dès que vous voyez un peu d'activité dans le chat, n'hésitez pas à rafraîchir. Il n'y a pas de raison, ça va pas cracher aujourd'hui. Mais voilà. Donc VMware à la base, ils faisaient des VM et maintenant ils font du cloud, même du multi-cloud, du cross-cloud. On fait pas assez de cross-cloud. Moi je connaissais du CrossFit, mais pas le cross-cloud. Donc voilà, faites du cross-cloud, c'est important. Donc voilà, Broadcom a racheté du cross-cloud pour 61 milliards de dollars. Bravo à tous. Et maintenant, passons à ProtonMail, qui devient Proton. On vous avez peut-être vu passer ça. ProtonMail, je pense que vous connaissez, c'est le fameux service de mail
de mails chiffrés, là. C'est pas mal. Là, je pense que c'est assez gros pour vous, sans péter la mise en page du site. Euh, donc, Proton Mail devient Proton. Donc, pas mal déjà. Il n'y a plus de mail dedans. Alors, c'était un peu logique parce que ils avaient plusieurs services, etc., dont, comme le dit, c'est en fait la première ligne. L'entreprise devient simplement Proton pour mieux refléter le nombre croissant de services proposés. Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive et Proton VPN. Avec une nouvelle charte graphique qui est proposée. Nouvelles couleurs, nouvelles icônes, nouvelle police, nouveau logo, tout est modernisé. Le changement est immédiat et se reflète dans le site officiel, ainsi que dans les pages de service. Proton.me est la nouvelle destination centrale pour accéder à l'ensemble de l'offre. Les utilisateurs n'ont rien à faire car les anciennes pages renvoient automatiquement à ce domaine. Si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe, il faudra modifier le mot de passe pour le domaine pour Proton.me car l'ancien ne fonctionne plus. Les offres sont également remaniées, même si la formule gratuite n'évolue presque pas. Une adresse en @protonme. Les actuels possesseurs d'une adresse en Proton Mail peuvent demander la bascule pendant un temps limité. D'accord. Sinon, tu peux garder, je pense, l'ancienne. 150 messages par jour, 25 mégas de pièces jointes, etc. En revanche, l'espace de 500 mégas pour Proton Drive passe à 1 giga. D'accord. Donc, on a plus de place sur Proton Drive. Le VPN est utilisable, mais avec des fonctions tronquées. Mail Plus à 4€ par mois fait passer le stockage à 15 Go, supporte 10 adresses, les domaines personnalisés, fait sauter la limite d'envoi, permet un nombre illimité de dossiers, labels et filtres, supporte IMAP. On peut ajouter jusqu'à 20 calendriers et les partager. Côté VPN, pas de changement. Quant à la formule Unlimited à 10€ par mois, elle fournit 500 Go de stockage. C'est quand même, ça va être pas mal 500 Go de stockage pour 10 balles. Hein. Sachant que c'est pas des mastodontes comme Google, pour qui c'est un peu facile de proposer, je crois que c'est 1 Tera pour 10 euros. 15 adresses, 3 domaines personnalisés, débloque surtout le VPN complet avec 10 connexions, support de Tor, l'accès à 1700 serveurs répartis dans les 60 pays et la possibilité d'accéder aux offres de streaming. Donc, voilà. Donc Proton, on va aller sur le site de Proton hein, pour voir. Proton Mail, Proton Calendar, j'augmente un peu. Hein. Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton VPN, voilà. Basé en Suisse, évidemment, hein, ce qui rassurera peut-être certains. Sachant que la Suisse, c'est pas non plus le pays parfait en termes de protection des droits, mais bon, c'est mieux que d'autres pays, hein, évidemment. Donc voilà, Swiss Privacy, protected by strict Swiss Privacy Laws. Là, ça fait penser aux gens que c'est un lien avec la protection des données bancaires, alors qu'en vrai ça marche pas pareil, mais voilà. Non, leur DA est pas mal, Human qui me dit j'aime bien leur nouvelle DA. Ouais, elle est pas mal. Après, bon, elle fait un peu vue et revue, je t'avoue, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on a vu et revu aujourd'hui. C'est très dans l'air du temps, on va dire. Je dirais même c'est presque daté dans l'air du temps, je sais pas comment vous dire. Ouais, on a déjà quand même beaucoup vu ça ces derniers temps. Mais c'est pas mal. Ce qui me fait marrer, c'est que ce petit geste-là, vous voyez, ce petit côté petite ombre et petits trucs qui bougent. Ça me fait penser à ce qu'a fait Office pendant un temps. Office avait... Alors pas ça, c'est un autre délire. Mais oula, il y a un joli bug. Ça fait penser un peu à ce que faisait Office à une époque. Mais bon... Et ce que j'aime beaucoup, c'est pour quand même souligner que c'est un calendrier. Ils pouvaient pas juste faire avec leur forme, mais il fallait quand même qu'ils rajoutent un 31 alors qu'on est le 30 hein, d'ailleurs. Hein. Ils auraient pu faire un truc qui est dynamique. Bref. Mais c'est sympa, quoi. C'est sympa. Ils proposent des trucs, voilà. Ils proposent des trucs. Et c'est payant, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, il y a une offre gratuite, évidemment, mais c'est bien qu'ils poussent un peu le payant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de services qui devraient être payants sur le web pour avoir une relation plus saine aux données. Mais voilà. La charte ressemble un peu à celle d'Adobe, nous dit Valarocard. Je ne suis pas convaincu de ça. Adobe. Ou alors ça fait longtemps, je l'ai pas en tête. Ouais, bof. Ouais, pas trop. Hein. Ouais, un peu. Mais après, il faut tout plein de sites modernes, en fait, j'ai envie de dire. Salut Flork. Plein de sites modernes, en fait, ont un peu ces codes-là, je dirais. Après, Adobe, n'hésite pas à y aller avec de la couleur bien vénère, ce qui est assez intéressant aussi. Bon, restons pas trop longtemps sur le site d'Adobe, sinon après, ils vont nous demander de payer des trucs d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, Proton Mail, qui devient Proton. Voilà. Ah, t'es chez Sonar, non raccourci, logo en violet. Bah oui. Après, c'est pas non plus l'invention de l'année, hein, tu t'en doutes, Flork.
Ça n'est pas l'invention de l'année. Est-ce qu'il y a des gens entre vous, d'ailleurs, qui utilisent ProtonMail? Salut Malig. Est-ce qu'il y a des gens chez vous qui utilisent ProtonMail? En vrai, vraie question, parce que moi j'ai toujours vu ça de loin, j'ai jamais utilisé, j'ai pas de compte, etc. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont fans de ProtonMail, parce que oh là là, vous voyez, c'est chiffré, alors qu'en vrai, bon, c'est quand même. J'adore dire que c'est chiffré, mais on en avait parlé l'autre jour, hein, de l'importance, enfin de la notion de chiffrement de bout en bout. Ça a vite ses limites, notamment à partir du moment où tu maîtrises pas le client, où il y a des mises à jour automatiques. Voilà, Mopral a le même problème que moi, il est trop ancré dans l'écosystème Google pour y passer maintenant. J'ai le même problème, moi je suis addict à Google de ce côté-là. Je suis vraiment au fond dans leur écosystème et pour moi changer c'est trop coûteux en termes de temps et d'envie quoi. Ce qui est un problème hein, au fond, il faudrait qu'on le fasse. Hein. Je dis on parce qu'on n'est pas, je suis pas tout seul à avoir ce problème-là. Il faudrait qu'on le fasse parce que Google a trop d'impact sur notre vie. Moi si un jour Google décide de désactiver mon compte, je suis pas dans la merde quoi. Le seul truc qui me sauverait c'est que je communique jamais mon adresse Gmail. Non pas que je la cache, mais je communique mon adresse en @statesof.net parce que justement je vais pouvoir rediriger si un jour Google coupe mon compte pour une raison ou pour une autre. Mais Human Monde nous dit j'ai déjà hésité pour ma boîte pro, mais en vrai chiffrer les mails quand le protocole est une passoire. Oui voilà, il y a de ça. Et puis en vrai, bon, t'as pas le contrôle. Enfin, typiquement, tu pourrais héberger ton propre serveur mail si tu veux vraiment avoir la sécurité à 100%, mais de toute façon, d'ailleurs que tu fais confiance à quelqu'un d'autre, tu fais confiance sur plein d'aspects, rien ne les empêche de mettre une boîte noire quelque part, rien ne les empêche d'injecter dans leur client une boîte noire logicielle, enfin il y a plein de choses qui seraient possibles quoi. Donc, je dis pas qu'ils le font, hein, je pense pas du tout qu'ils le font, mais s'ils le font, bah, on le saurait pas parce qu'on n'est pas tous à vérifier le code JS des sites sur lesquels on se balade, hein. Donc... Et je parle de Code.js, mais en fait, vu que de toute façon ils ont un serveur, ils n'ont pas besoin de ça. Quoi. Bref. Je vous propose qu'on passe maintenant à cette troisième information sur le brief de Next Impact. On va revenir à Next Impact après pour un article plus long, parce que là c'est juste le brief, donc c'est des courtes nouvelles. Mais ça permet un peu de se mettre à jour de ce qui s'est passé. Et là, c'est une information que j'ai vue passer et que je n'avais pas suivie. Mais c'est intéressant, parce qu'il faut voir aussi l'apport qu'a Apple. Bon, c'est ce qu'ils disent. Hein. Sur iOS, l'option de suppression de compte dans les applications sera obligatoire dans un mois. Ah oui. C'est un changement majeur qui se dessine pour les applications proposées sur l'App Store, puisqu'une nouvelle condition entrera en vigueur le 30 juin, l'obligation de proposer un outil de suppression de compte pour le service lié. Dans une note, Apple donne plusieurs lignes directrices. L'option de suppression doit être facile à trouver. Si l'application intègre Sign in with Apple, l'API REST correspondante doit être utilisée pour évoquer le token utilisateur à la suppression du compte. Permettre de désactiver temporairement le compte n'est pas suffisant, il faut pouvoir permettre la suppression des données. Dans les secteurs très réglementés, les applications peuvent proposer des parcours additionnels pour faciliter et confirmer l'opération. Oui, t'as pas envie que les gens le fassent par hasard. Voilà. Et le cadre juridique de chaque pays doit être respecté pour la suppression de compte et la conservation des données. Donc des fois l'anonymisation ça suffit pas. Point important, cette nouvelle règle ne sera applicable que pour les applications permettant de créer un compte, évidemment. C'est-à-dire que si tu peux juste te connecter via ton app, t'as pas besoin de proposer forcément la suppression de compte, parce que dans certains cas, ça n'aurait pas de sens. Proposer la suppression de ton compte EDF, parce que tu te connectes à EDF via leur app, c'est un peu bizarre, on va dire. Elle impose la manipulation inverse en miroir, pouvoir défaire aussi rapidement, sinon plus, ce qui a été fait, ce qui est un truc qui va être poussé normalement par l'Union Européenne, il me semble, il y avait un truc dans le pipe pour dire... que les abonnements, notamment à la presse, doivent pouvoir se désabonner aussi vite qu'ils peuvent s'abonner. J'avais vu passer ça, j'ai fait genre putain oui. Le changement devrait avoir un effet positif sur certaines démarches frôlant le dark pattern, tant les parcours sont parfois difficiles pour obtenir cette suppression. Le changement ayant été annoncé l'année dernière, certains s'y sont mis sans attendre le dernier moment. La situation bouge par exemple pour les gestionnaires de mots de passe comme OnePassword et Bitwarden, mais encore très peu pour les réseaux sociaux, pour ne citer que ces exemples. Voilà. Je vous avoue que moi j'ai pas eu trop l'occasion de supprimer de comptes ces derniers temps. Et quand ça a été le cas, ça a été relativement rapide. Je n'ai pas dû me poser ces questions-là. Mais c'est l'un des rares effets positifs, je dis vraiment rare parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais d'avoir Apple comme gardien du temple de leur App Store, c'est qu'ils peuvent pousser ce genre de choses. Plutôt positives. Est-ce que par contre ça compense le fait que c'est clairement, à mon sens, un abus de position dominante? Je ne suis pas convaincu. Mais bon, au moins ça poussera ces bonnes pratiques. Et quand tu t'es fait chier à le coder, bon bah tu vas pas forcément revenir en arrière quoi. Donc on peut dire que ça peut rester même s'il y aura des évolutions réglementaires. Messieurs, dames,
déjà, merci encore d'être là. Comme vous le savez, dans la 10.dev, on lit des articles et après on en parle. Et le prochain article dont on va parler, il s'agit de Learning from 5 Years of Tech Startup Code Audits, ou comme je l'ai traduit, leçon tirée de 5 ans d'audit de code de startup technologique, qui est un article de blog qui vient du blog de Ken Kanzer. Alors Human Bomb nous dit par rapport à l'article précédent, on a le RGPD qui force ça en Europe, donc pas sûr que ce soit le truc de l'année pour nous. Oui et non, parce que le RGPD te donne une manière de forcer les boîtes à le faire, mais pas forcément que ce soit trivial. Il faut quand même envoyer un formulaire qui n'est pas très compliqué, une demande. Moi j'aime bien l'idée que ce soit carrément direct. MyLeague me demande si je peux lire tous les articles en québécois, mais je serais, je pense, très offensant auprès des Québécois. Comme vous le savez, hein, tous les articles, toutes mes traductions d'articles sont disponibles après sur lundi.dev et juste après ma lecture, je les mets dans le chat pour retrouver. Et évidemment, d'aller également sur le site original si vous voulez avoir le billet en version originale. Moi, je traduis évidemment en français, pour que ce soit plus simple à la lecture et que ce soit plus cool pour les gens qui nous regardent et qui ne parlent pas anglais. Mais voilà, évidemment, n'oubliez pas d'aller regarder les versions originales par la suite si vous avez besoin d'y revenir plus tard. Donc oui, leçon tirée de 5 ans d'audit de code de start-up technologique. J'ai trouvé ce blog post intéressant, publié, je l'ai trouvé via Hacker News, hein, comme beaucoup d'articles. Merci Donatello pour ton follow. Je trouvais ça intéressant parce que il y avait plein de conseils. Alors ça parle de start-up, mais ça peut s'appliquer à plein de contextes, hein, vous verrez. Et c'est quelqu'un qui est, donc comme vous avez vu, son blog c'est Réflexions sur la technologie, la sécurité et le management. J'augmente un peu la taille d'ailleurs. Donc il parle de technologie de sécu et de management. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'on y voit vraiment des avis. Il prétend pas réinventer l'eau chaude, hein, ce monsieur, mais j'aime bien la manière dont il l'annonce et puis il le fait avec une certaine expérience intéressante. Donc voilà, leçon tirée de 5 ans d'audit de code de start-up technologique. Lorsque j'étais chez PKC, notre équipe a effectué plus de 20 audits de code, dont beaucoup pour des startups qui étaient sur le point d'attendre leur série A ou B. C'est généralement à ce moment-là qu'elles avaient du cash et qu'elles ont réalisé qu'il serait bon d'examiner de plus près leur sécurité après s'être concentrées sur le product market fit. Vous savez, c'est ce moment particulier qu'essayent de trouver les startups où leur produit correspond vraiment bien au marché qu'ils essayent d'adresser, et donc du coup il y a une croissance qui va très vite. C'est le fameux product market fit. C'est un peu le Graal pendant toute une période d'une vie d'une startup normalement. C'était un travail fascinant. Nous avons plongé dans un grand nombre de stacks et d'architectures dans une grande variété de domaines. Nous avons découvert toutes sortes de problèmes de sécurité allant de catastrophiques à tout simplement intéressant. Nous avons également eu l'occasion de discuter avec des responsables de l'ingénierie et plus généralement avec des CTO, donc les directeurs techniques, des défis en matière d'ingénierie et de produits auxquels ils étaient confrontés alors qu'ils commençaient à se développer. Donc des problèmes d'ingénierie et de produits. A bientôt Gouldo. C'est également fascinant de voir lesquelles de ces startups ont bien réussi et lesquelles ont disparu, maintenant que certains de ces audits remontent à 7 ou 8 ans. Et donc là, on va commencer une liste intéressante. Je souhaite vous faire part de certaines des choses les plus surprenantes que j'ai intériorisées à partir de ces observations, classées grossièrement du plus général au plus spécifique à la sécurité. Genre du plus général au plus spécifique à la sécurité. Il faut que je le dise correctement parce que sinon c'était pas clair. Si je rajoute des pauses qui n'existent pas, donc voilà. Donc au début, il va parler d'un truc, vraiment, il va parler de trucs importants et qui parlent de tout, et après, il va plus se focaliser sur la sécurité. Je bug un peu parce que je me rends compte que j'ai mal traduit un bout, j'ai oublié de traduire juste but essentially, donc ça me fait bugger dans ma tête. Donc on va commencer par le premier conseil qu'il donne, la première constatation. Il n'est pas nécessaire d'avoir des centaines d'ingénieurs pour créer un excellent produit. J'ai écrit un article plus long à ce sujet, donc on peut lire ici, hein, You don't need hundreds of engineers to build a great product. Ça, je n'ai pas traduit, je vous laisserai le lire par vous-même. Mais en gros, bien que le stade général des startups que nous avons audité soit assez similaire, la taille des équipes d'ingénieurs variait beaucoup.
il est surprenant de constater que les produits les plus impressionnants, dotés des fonctionnalités les plus étendues, étaient parfois construits par des équipes plus petites. Et ce sont ces mêmes équipes petites mais puissantes qui, des années plus tard, écrasent leur marché. Ça, c'est quand même notable. La simplicité l'emporte sur le génie. En tant qu'élitiste avoué, cela me fait mal de le dire, mais c'est vrai, les startups que nous avons auditées et qui obtiennent aujourd'hui les meilleurs résultats avaient généralement une approche presque effrontément simple, keep it simple, de l'ingénierie. L'ingéniosité pour l'ingéniosité était abhorrée. D'un autre côté, les entreprises pour lesquelles nous disions « Waouh, ces gens sont très intelligents !» ont pour la plupart disparu. En général, le principal tir dans le pied, dont je parle plus en détail dans un précédent billet sur les tirs dans le pied, donc ça s'appelle foot gun en anglais évidemment, donc 5 Software Engineering Foot Guns, qui a mis beaucoup d'entreprises en difficulté, a été le passage prématuré aux microservices. Ah bon ? Pardon. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai sélectionné cet article, parce que je suis très d'accord avec ça. Donc le passage prématuré aux microservices a des architectures reposant sur l'informatique distribuée et a des structures à forte teneur en communication par message. Alors Valar Rocard, tu parles de quantité versus qualité, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils disent, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'ingénieurs et il faut faire simple. Et souvent, quand on a des petites équipes, ça peut être aussi des petites équipes qui se chauffent à faire des trucs un peu trop malins. Et en fait, il faut réussir à trouver des gens qui soient capables de travailler de manière efficace, sans être trop nombreux, et qui soient capables de faire des choses simples. Je pense qu'en vrai, pas évident. Pas évident. Nos constatations ayant le plus grand impact sont toujours faites dans les premières et dernières heures de l'audit. Si vous y réfléchissez, c'est logique. Dans les premières heures de l'audit, vous trouvez les fruits les plus faciles à cueillir. Les choses qui ressortent comme un cheveu sur la soupe en parcourant le code et en testant quelques fonctionnalités de base. Au cours des dernières heures, vous êtes entièrement familiarisé avec la nouvelle base de code et les choses commencent à se mettre en place. Ça, même si on n'est pas auditeur, parce que je ne sais pas vous, mais moi, enfin, vous êtes auditeur de lundi.2, mais vous auditez, je pense, pas souvent des bases de code. Je pense que ça peut être aussi intéressant quand nous, on réfléchit à des bases de code sur lesquelles on revient plus tard, etc. Il y a un vrai sujet, en fait, là-dessus. Alors, Valarocard nous dit, c'est savoir s'entourer d'une core team qui peut dire ce qui marche et ce qui marche pas. Oui, il y a un petit côté ownership des projets, ça c'est un sujet de fond sur à quel point la responsabilité doit être réelle, etc. Mais en même temps, il ne faut pas mettre en danger la structure. Donc, je comprends que c'est jamais des questions simples à trancher. Et Human qui nous dit, les microservices trop tôt, c'est souvent caca. Bah, ça c'est ma bataille. Hein. Oui. Arrêtez avec les microservices. Vous en faites trop souvent pour des questions qui n'ont pas de sens. Le problème, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas la même définition de ce que c'est qu'un microservice. Donc, les gens diront, mais non, c'est pas un microservice. Non, un microservice, c'est quand vous faites chaque composant est son propre service. Bah non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut un jour qu'on ait un article spécialisé sur le sujet pour qu'on en parle pendant des heures. Écrire des articles sûrs, dans le sens safe, écrire des articles sûrs est devenu remarquablement plus facile au cours des 10 dernières années. Je n'ai pas de preuves statistiques solides pour étayer cette affirmation, mais il semble que le code écrit avant 2012, environ, avait tendance à présenter beaucoup plus de vulnérabilités par SLOC, donc c'est Single Line of Code, que le code écrit après 2012. Nous avons commencé les audits en 2014, donc ils avaient un peu de recul parce qu'ils ont dû travailler sur des codebases qui dataient un peu. Peut-être était-ce dû au framework web 2.0 ou à une sensibilisation accrue des développeurs à la sécurité. Quoi qu'il en soit, je pense que cela signifie que la sécurité s'est vraiment améliorée sur un plan fondamental en termes d'outils et de paramètres par défaut dont disposent les ingénieurs logiciels. Ça, j'y crois pas mal. Je vois quand même que même dans des petits frameworks qui démarrent, souvent la notion de faites pas ça, c'est dangereux, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus rapidement, il y a quand même des mécanismes dans les frameworks, dans la documentation, etc., qu'à l'époque de quand j'ai découvert le PHP, quoi. Enfin, je me souviens que ceci dit, que le site du 0 à l'époque il y avait des petits warnings en disant attention, HTML special charge, il faut bien penser à utiliser les fonctions PHP, HTML special charge, ce genre de choses. Mais bon, c'était pas parfait, quoi. Les injections SQL, c'était trivial à l'époque, puisque tout le monde faisait ça n'importe comment. Aujourd'hui, faire des injections SQL, certaines fois, tu te dis, il faut le faire exprès, quoi.
Mais ouais. Oui, d'ailleurs, single line of code, j'ai pas vu quel lien ça envoyait. Je pense que voilà, c'est source line of code, pardon. Parce que j'ai dit single line, mais c'est source line of code. Donc sloc. C'est en gros des lignes de code qui ont du sens souvent. Parce qu'on prend pas forcément les lignes de commentaires, par exemple, dans la liste. Merci Juno pour ton follow. Toutes les vulnérabilités de sécurité vraiment mauvaises étaient évidentes. Ça, c'est intéressant aussi. Dans environ 1/5 des audits de code que nous réalisions, nous trouvions la grande faille. Une vulnérabilité si grave que nous appelions nos clients pour leur dire de la corriger immédiatement. Je ne me souviens pas d'un seul cas où cette vulnérabilité était très astucieuse. Ça, c'est fou quand même. À chaque fois qu'elle a trouvé une grosse faille, c'était un truc trivial, quoi. En fait, c'était en partie ce qui rendait les pires vulnérabilités dangereuses. Nous étions inquiets principalement parce qu'elles étaient faciles à trouver et à exploiter. La découvrabilité est un élément de l'analyse d'impact depuis un certain temps. Attendez, je remets bien droit, ça me perturbe sinon. Donc la découvrabilité est un élément de l'analyse d'impact depuis un certain moment, donc on y pense, voilà, ce n'est donc pas nouveau. Mais je pense que la découvrabilité devrait être beaucoup plus fortement prise en compte. Les pirates sont paresseux et cherchent les proies les plus faciles. Ils ne s'intéresseront pas à la découverte d'une vulnérabilité de type heap spray, donc c'est un truc assez pointu, même très grave. S'ils peuvent réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur parce que le token de réinitialisation se trouvait dans la réponse, comme c'est ce qui se passait chez Uber. J'ai vu ce truc, c'est absolument fou. Ah, excusez-moi, hop, un petit ban des familles. C'est assez fou. Ah, il y a un T qui traîne. Le contre-argument à ça est que pondérer fortement la découvrabilité perpétue la sécurité par l'obscurité. Vous savez, cette mauvaise vision de quand on masque, c'est bon, c'est sécurisé, quoi. Puisqu'elle repose largement sur l'estimation de ce qu'un attaquant peut ou devrait savoir. Mais là encore, l'expérience personnelle suggère fortement qu'en pratique, la découvrabilité est un excellent prédicteur sur des risques d'exploitation réels. Donc en gros, ouais, il y a un vrai sujet de les pires failles sont celles qu'on trouve facilement, quoi. Alors, pour le coup, c'est le côté positif, c'est qu'on peut du coup les trouver facilement dans un audit, mais ça veut dire aussi qu'il s'agit des failles qui pourront être exploitées relativement facilement, quoi. Donc voilà. Des fois, il y a des failles intéressantes, mais très difficiles à trouver sans y passer beaucoup de temps, mais c'est pas forcément les plus dangereuses, de fait. Les fonctions de sécurité par défaut des frameworks et les infrastructures ont massivement amélioré la sécurité. Donc ça rejoint un peu le point précédent, mais c'est intéressant. J'ai également écrit un article plus long à ce sujet. Moi, je fais quand même souvent la promo de son blog, mais il a raison. Il se répète et il fait une version plus courte. Mais voilà. Mais essentiellement, des choses comme le fait que React échappe par défaut tout le HTML pour éviter les sites cross-sites, et les stacks sans serveur retirent la configuration du système d'exploitation et du serveur web des mains des développeurs, ont considérablement amélioré la sécurité des entreprises qui les utilisent. Par contre, là, j'ai vraiment fait n'importe quoi sur la traduction. Hein. Faudra que j'y repasse parce que j'ai laissé des gros bouts d'anglais au milieu. Ceci dit, ça vous permet de voir que voilà, je traduis à la main. Comparez ça avec les audits PHP qui étaient truffés de XSS, donc de cross-site scripting. Ces nouvelles stacks et frameworks ne sont pas impénétrables, mais leur surface attaquable est plus petite, précisément aux endroits qui font une différence considérable dans la pratique. Un truc intéressant, mais ça c'est plus lié aux gens qui auditent, mais c'est intéressant quand même aussi d'y réfléchir, parce que ça impacte d'autres choses, et c'est un débat qui est régulier dans le monde de la tech. Les monorepos sont plus faciles à auditer. Donc si vous ne voyez pas ce que c'est qu'un monorepo, quand on développe, on sauvegarde nos codes sources souvent dans des repositories, qui sont des endroits où on stocke le code, et ça nous permet de collaborer à plusieurs sur un repo de code. Et en fait, la question c'est, est-ce qu'il faut avoir un repo par projet, dans le cadre d'une entreprise, ou d'une organisation, ou d'avoir un grand repo, et à l'intérieur on a des dossiers ou des structures, dans laquelle après on a ça, et du coup on a un seul historique pour toute la boîte, ou est-ce qu'on a des historiques séparés, avec des mécaniques séparées, des repos séparés. Son point de vue c'est, les monorepos en tout cas lui facilitent la tâche en tant qu'auditeur de code de sécurité.
D'un point de vue de l'ergonomie des chercheurs en sécurité, il était plus facile d'auditer un monorepo qu'une série de services répartis dans différentes bases de code. Il n'était pas nécessaire d'écrire des scripts enveloppes, donc des wrappers, moi j'ai traduit ça script enveloppe, mais bon, autour des différents outils dont nous disposions. Il était plus facile de déterminer si un morceau de code donné était utilisé ailleurs. Et surtout, il n'y avait pas besoin de s'inquiéter de la version d'une bibliothèque commune qui serait différente sur un autre dépôt. J'ai pas d'avis sur les monorepos, j'arrive toujours pas à m'en faire un. Je sais pas si c'est une bonne chose ou si ce que ça apporte comme problème est, est moins cool que ce que ça apporte comme avantage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou directement sur le chat. J'essaye de créer de l'engagement. Non, bon, en vrai, je suis toujours intéressé par savoir ce que vous en pensez. Point 8. Vous pourriez facilement passer un audit entier à parcourir la piste des bibliothèques de dépendance vulnérable. Il est incroyablement difficile de dire si une vulnérabilité donnée dans une dépendance est exploitable. En tant qu'industrie, nous sommes définitivement sous-investis dans la sécurisation des bibliothèques de base. C'est pourquoi des choses comme Log4j ont eu un tel impact. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce que c'était que Log4j. Enfin, Log4j, c'est une bibliothèque d'Apache qui permet de faire des logs. Mais c'est surtout, ces derniers temps, c'était surtout une énorme vulnérabilité. C'est un ensemble de vulnérabilités qui était sorti, ce qui était assez terrible. Bon, j'ai pas trouvé de lien cool pour expliquer la faille, mais c'était assez dramatique. Les monorepos c'est cool, mais s'il y a beaucoup de gens à bosser sur le projet, ça peut faire beaucoup de bruit parasite, nous dit Mopral. Et Valarocard nous parle, pour avoir testé les deux en tant qu'utilisateur, c'était plus facile de travailler en multi-repos parce qu'on n'a pas besoin de tout à tout moment, ce qui n'est pas faux. Human Bomb, les monorepos sur les très grosses boîtes, ça peut être un peu frustrant, mais en réalité, ça a pas mal de points forts. Oui, voilà, c'est. Je pense que c'est des compromis, et comme tout compromis, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Node et NPM étaient absolument terrifiants à cet égard. Les chaînes de dépendance n'étaient tout simplement pas auditables, tellement c'était complexe. Le lancement de Dependabot par GitHub a été une véritable aubaine, car nous pouvions pour la plupart dire à nos clients de mettre à niveau les dépendances par ordre de priorité, parce que du coup Dependabot te dit « Ah, faut que tu mettes à jour ce truc, c'est très important, etc. » Ah oui, bah ça, un truc évident, mais bon, c'est bien de le rappeler. Ne jamais désérialiser les données non fiables. Cela s'est produit le plus souvent en PHP, car pour une quelconque raison, les développeurs PHP aiment sérialiser, désérialiser les objets au lieu d'utiliser JSON. Mais je dirais que presque tous les cas que nous avons vus où un serveur désérialisait un objet client et l'analysait ont conduit à un exploit horrible. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers à ce sujet, Portswigger a fait une analyse de ce qui peut se passer entre parenthèses. D'ailleurs, il se concentre sur PHP. Coïncidence ? Ça n'en est peut-être pas une. Ben moi, je ne sais pas. En bref, le point commun de toutes les vulnérabilités de désérialisation est que donner à un utilisateur la capacité de manipuler un objet qui est ensuite utilisé par le serveur est une capacité extrêmement puissante avec une large surface d'attaque. Julien nous parle de Perl, oui, c'est un autre délire aussi, mais bon, d'un côté, il y a une filiation entre les deux. C'est conceptuellement similaire à la pollution de prototypes, donc en JavaScript, et au modèle HTML généré par l'utilisateur. Donc en gros, vous injectez du HTML parce qu'il a été écrit par l'utilisateur et vous l'affichez sans vous rendre compte que c'est du HTML. La solution, il est de loin préférable de permettre à un utilisateur d'envoyer un objet JSON. Il y a peu de types de données possibles et de construire manuellement l'objet en fonction des champs de cet objet. C'est un peu plus de travail, mais ça en vaut la peine. Alors, il y a eu quelques éléments qui ont traîné dans le paragraphe qu'on vient de citer. La sérialisation des sérialisations, donc ça vous savez, c'est en gros on prend une donnée et on la passe d'un format à un autre. C'est ça la sérialisation et la désérialisation. On parle donc de problèmes parce que par exemple en PHP il est possible de sérialiser ou de désérialiser directement un objet PHP avec ses méthodes. Donc ça pète dans le décor parce que après ça permet en fait d'injecter du code directement. Allez YOLO hein. Ou en tout cas des appels à des fonctions du langage directement dans les données. Donc c'est-à-dire que selon un formulaire que vous bidouillez, vous pouvez faire exécuter du code si le code PHP en face est mal branlé. Évidemment, c'est des mauvaises pratiques, mais il y a des gens qui font ces mauvaises pratiques-là.
Euh, et la pollution de prototype, c'est un truc qui existe en JavaScript notamment, parce que c'est un langage à prototype, il n'y en a pas 12 000, où en gros, vous modifiez les fonctions de base du langage, et notamment les prototypes, c'est-à-dire ce qui est un peu l'équivalent de classe, même si c'est pas la même chose, mais les classes dans d'autres mécaniques, dans d'autres langages. Et du coup, en fait, ça a une fractale d'erreurs après, parce que du coup, ça laisse la capacité d'écraser plein de trucs après. Ça, c'est la vite l'enfer. Donc voilà. Donc oui, quand on sérialise et sérialise, on fait les choses proprement. Euh, et c'est vrai que les nouveaux langages, je pense à Rust avec CERD, mais permet de le faire relativement proprement et facilement. Je sais que j'ai eu l'occasion un peu de manipuler du Haskell ces dernières années, et là aussi c'était plutôt bien fait, ouais. Peu de risques. Après, les langages compilés, il y a moins de risques, mais de manière générale, c'était très facile de faire du code correct. 10e point. Les failles au niveau de la logique métier sont rares, mais quand nous en trouvons une, elle est généralement très mauvaise. Pensez-y, les bugs dans la logique métier sont garantis d'affecter l'activité. Un corollaire intéressant est que même si votre protocole est construit pour offrir des propriétés de sécurité prouvées, donc on peut imaginer que dans certains langages, etc., vous pouvez être sûr que les choses doivent se faire correctement, une erreur humaine sous la forme d'une mauvaise logique métier est étonnamment courante. Il suffit de voir la série d'exploits absolument dévastateurs qui tirent parti de smart contracts mal écrits, donc dans le monde des smart contracts, dans des cryptos, etc. Et c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas assez, c'est euh, même si c'est intéressant d'utiliser des langages et des frameworks qui vous permettent de faire les choses proprement, pas oublier que si vous évaluez mal les besoins et que vous écrivez du code qui n'a pas de sens, bah, en fait c'est vite un désastre, ça n'a vite plus de sens non plus, quoi. Donc, avoir un code dans un langage safe n'empêche pas les bugs, certains diront plus graves, qui sont des bugs qui sont liés directement au métier. Donc j'ai traduit business par métier, mais c'est ça, hein, c'est lié à la vraie activité, on va dire, de la boîte, et pas à son développement logiciel. Le fuzzing personnalisé a été étonnamment efficace. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le fuzzing? Si vous savez pas ce que c'est, il faut que je vous explique. Parce que le fuzzing, c'est quelque chose. Donc voici ce que nous dit rapidement Wikipédia à ce sujet. Le fuzzing, ou test à données aléatoires, ce qui est quand même beaucoup plus clair, est une technique pour tester les logiciels. L'idée est d'injecter des données aléatoires dans les entrées d'un programme. Donc en input, vous allez bourriner de données générées aléatoirement. Si le programme échoue, par exemple en plantant ou en générant une erreur, alors il y a peut-être des défauts à corriger, c'est-à-dire qu'elle ne le gère pas correctement, quoi. Et on peut générer des fichiers aléatoirement, des périphériques, des variables d'environnement, etc. Voilà, l'idée que dit Urban Bomb, c'est en gros tu balances n'importe quoi et c'est très efficace. Alors le Chaos Monkey, c'est encore autre chose, Juno. Le Chaos Monkey, c'est un peu le sorte de fuzzing, mais à l'échelle d'une infrastructure, puisque le Chaos Monkey, c'est tu fais planter, enfin tu coupes des services aléatoirement dans ton infrastructure et tu regardes comment ça se passe. Si ça se passe mal, ben tu essaies de faire à ce que ça se passe moins mal. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Et ce qu'il nous dit, c'est que pour la gestion, enfin, pour les audits de sécurité, c'est très efficace. Alors, il nous explique. Après quelques années d'audit de code, j'ai commencé à exiger que tous nos audits de code incluent la création de fuzzers personnalisés pour tester les API de produits, l'authentification, etc. C'est une pratique assez courante et j'ai volé cette idée à Thomas Ptasek qui fait allusion dans son hiring post. Avant que nous le fassions, je pensais en fait que c'était une perte de temps. J'ai toujours pensé que c'était un exemple d'ingénierie mal appliquée et que les heures d'audit étaient mieux utilisées à lire du code et à essayer diverses hypothèses. Mais il s'est avéré que le fuzzing était étonnamment efficace et efficient en termes d'heures passées, en particulier sur les bases de code les plus importantes. Human Bomb et Jinta discutent dans le chat, vous pouvez voir en bas à gauche, de la notion de mono-repos en entreprise. Et bon, c'est un sujet, hein. C'est un sujet qui a ses pour et ses contre. Pitvy nous parle d'un outil pour tester les API REST. Ah, ça m'intéresse. Schemathesis, Property Based Testing for API Schema.
Donc en haut, tu dis ce qui est censé être dedans et ça auto-fait, c'est ça? Il n'y a pas un getting started là? Basic usage. Ça permet de faire des tests facilement? Ok, faudrait que je regarde ça. Quitte à ce que j'en reparle après. Merci pour le lien. Alors, autre point. Les rachats ont passablement compliqué la sécurité. Ah, ça, c'est un vrai sujet, ça. Il y avait plus de modèles de code à vérifier, plus de comptes AWS à examiner, plus de variétés dans les outils SDLC. Alors, je sais pas ce que c'est que SDLC dans ce contexte. Software Development. Le cycle de vie du développement logiciel. Software Development Lifecycle. Ok, d'accord. Donc les outils SDLC, ça doit être GitHub, tout ça. Trello, par exemple. Et bien sûr, le rachat se traduit généralement par l'utilisation d'un langage ou d'un framework entièrement nouveau avec ses propres schémas. Donc en gros, quand vous fusionnez deux boîtes, donc quand vous en rachetez une, typiquement, eh bien en fait, ça cause des audits plus compliqués, mais potentiellement aussi des solutions de sécurité plus complexes, parce que justement, en fait, il y a la nécessité pour une équipe de s'habituer à l'autre et de celle qui rachète de prendre en compte une code base auquel ils n'ont pas l'habitude. Et ça peut être les moments où il peut y avoir des problèmes de sécu. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet en fait, qu'on ne prend pas assez en compte, je pense, dans les rachats, parce que évidemment c'est des considérations qui semblent annexes, et c'est un peu l'intendance suivra quand on rachète, mais c'est un truc assez intéressant, je trouve. Flork nous parle de forge logicielle, oui, on disait les forges logicielles, ouais. Fameux SourceForge notamment, mais avant que GitHub commence à prendre tant d'espace, et GitLab aussi, il n'y a pas que GitHub. Il y avait, merci Cocheo pour ton follow. Il y avait toujours au moins un enthousiaste de la sécurité caché parmi les ingénieurs logiciels. C'était toujours surprenant de voir qui c'était, et ils ne savaient presque jamais que c'était eux. Comme les compétences en matière de sécurité se répartissent de plus en plus entre les logiciels, les possibilités d'arbitrage sont énormes si ces personnes peuvent être identifiées de manière fiable. En gros, leur idée, c'est de se dire, il y a toujours des gens qui sont un peu les gens qui s'y connaissent en sécu, quoi. Et du coup, c'est bien d'essayer de les mettre en avant, ou en tout cas de les identifier, parce que ça peut permettre d'agir plus vite. Ou de demander aux bonnes personnes quand il y a des problèmes de sécu, quoi. Donc voilà. La sécu doit être toujours, à mon sens, je pense, l'affaire de tous, pour éviter on déresponsabilise tout le monde. Mais c'est bien quand il y a des référents ou des gens de confiance, quoi. Des vieux gourous auxquels tu peux aller... tu peux poser des questions, je pense, sur ces sujets. La rapidité de correction des vulnérabilités est généralement corrélée à l'excellence opérationnelle de l'ingénierie dans son ensemble. Dans les meilleurs cas, les clients nous demandaient de les tenir informés en permanence de tout ce que nous trouvions pour qu'ils puissent corriger le problème immédiatement. Ça semble assez cohérent. Si tu as une petite équipe, ou en tout cas une équipe qui sait très bien travailler ensemble, c'est logique que quand on dit « Ah, on va faire un audit de sécu », ils disent « Tiens-nous au courant, comme ça, au fur et à mesure, on est capable tout de suite de réagir. » Ça me semble assez logique, en fait. Et du coup, que ce soit les boîtes qui soient capables de réagir au plus vite, voilà. Mais je pense aussi que ça veut dire beaucoup dans la capacité de ces boîtes à gérer correctement le reste des problèmes, hein. C'est-à-dire que si t'es pas capable de gérer correctement les problèmes de sécu quand ils sont remontés de manière pertinente, évidemment, ça veut dire que les autres problèmes, t'as peut-être aussi du mal, quoi. Ah, ça me fait marrer. Presque personne n'a réussi à maîtriser les jetons JWT et les webbooks du premier coup. Avec les webbooks, les gens oubliaient presque toujours d'authentifier les requêtes entrantes, ou le service qu'ils utilisaient ne permettait pas l'authentification, ce qui était un peu plutôt foireux. Donc les webbooks, vous savez, c'est mécanique. On avait fait on avait fait des lives de code où on avait vu un peu ce que proposait Twitch en tant que webbook. Mais en gros, voilà, c'est la mécanique de recevoir de la part d'un serveur des appels HTTP qui correspondent à des événements qui se produisent dans leur service. Et apparemment, les gens vérifiaient pas que ça venait bien du bon service. Ils authentifiaient pas les trucs, donc du coup, tu pouvais rentrer par la porte des webbooks si tu voulais pour envoyer des données, ce qui est un peu problématique. Ce type de problème a conduit Josh, un de nos chercheurs, à poser une série de questions qui ont abouti à une présentation à la DEF CON Black Hat. JWT est notoirement difficile à mettre en place, même si vous utilisez une bibliothèque. Il y avait beaucoup d'implémentations qui n'arrivaient pas à faire expirer correctement les tokens lors de la déconnexion, qui ne vérifiaient pas correctement l'authenticité des JWT et qui leur faisaient simplement confiance par défaut. Alors les JWT, c'est les JSON Web Tokens, un truc qui a été très à la mode à un moment,
même encore aujourd'hui, et qui, à mon sens, sont tout pétés, mais genre profondément pétés. Enfin, c'est très compliqué et ça apporte pas grand-chose. En fait, le truc que c'est censé apporter JWT, c'est que t'es pas obligé de les vérifier dans un service central, mais que tous tes services peuvent le vérifier. Je trouve que c'est très compliqué pour ce que ça peut permettre. Et qu'en fait, c'est pas si coûteux que ça d'avoir un service central d'authentification. Voilà. Surtout pour la plupart des projets qui peuvent exister, quoi. L'attrait du JWT, normalement, c'est qu'effectivement, comme le dit Flork, c'est que c'est autoporté, c'est-à-dire que ça contient soi-même la capacité de dire que c'est valide soi-même en utilisant simplement des capacités cryptographiques, donc des signatures et tout. Le problème, c'est qu'en fait, si tu fais ça, la question qui vient après, c'est comment tu... Genre, d'un point de vue pratique, comment tu invalides un token? C'est-à-dire, imaginons quelqu'un se déconnecte, tu dois invalider son token, comment tu fais? Et bien en fait, ce problème n'est pas vraiment résolu. Vous pouvez regarder et tout, il y a plein de propositions, mais en fait, elles invalident souvent tout l'attrait du JWT. Souvent, c'est ah bah tu fais que l'utilisateur il ait un incrément que tu changes, et du coup, si le token il contient l'incrément qui est en dessous, enfin s'il contient le chiffre qui est au-dessous, il est plus valide. Bah du coup, tu dis ah bah du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que tu chopes un JWT, bah tu dois vérifier la base de données. Donc du coup, en fait, tu peux directement vérifier une session dans la base de données. Ah non, mais sinon, tu fais que c'est un truc global qui est stocké par tous les services. Mais du coup, tu dois synchroniser un truc global à tous les services, donc autant utiliser la base de données. En fait, je trouve que JWT, c'est souvent un... Ça fait partie de ces problèmes qui cherchent une solution, et ça me rend fou. Donc voilà, donc si c'est un truc que vous avez vu et qui vous intéresse, et voilà, bon bah c'est super, hein, dans tous les cas. Mais, mais en vrai, un simple blob de session stocké dans une table session, ça peut suffire largement et c'est souvent plus fiable en fait parce que il y a moins de capacité à se planter à le gérer quoi. Mais bon, JWT c'est la mode, alors tout le monde utilise JWT. Il y a encore beaucoup de MD5 utilisés, mais ce sont surtout des faux positifs. Donc c'est le dernier point qui donne, donc c'est vraiment le moins important, mais c'est intéressant pour d'autres auditeurs de code et pour nous-mêmes. Il s'avère que MD5 est utilisé pour beaucoup d'autres choses que le hachage de mots de passe insuffisamment résistants aux collisions. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous ne devriez plus utiliser MD5 pour stocker des mots de passe. Hein. Vraiment, on arrête avec ça, on fait plus ça. On fait plus ça. MD5 c'est mort. Même ce Shawan, on ne devrait plus utiliser pour ça. Donc vraiment, voilà. Merci Fabax pour ton follow. Par exemple, en raison de sa rapidité, il est souvent utilisé dans les tests automatisés pour générer rapidement un grand nombre de GUID pseudo-aléatoires. Dans ces cas, les propriétés non sécurisées du MD5 n'ont pas d'importance, malgré ce que votre outil d'analyse statique peut vous dire. Donc si vous avez des soulignages sous les MD5, si vous utilisez pour des mots de passe, c'est un problème, mais si vous utilisez pour d'autres trucs, des raisons pour lesquelles c'est pas un souci. Même pour des checksums toutes triviales de fichiers, etc., c'est très bien. Quoi. Ah, si vous êtes, je suis curieux de savoir si vous avez vu l'un d'eux et ainsi que d'autres. Et si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-moi un mot. Nous dit ce très fameux Ken Kanzer, dont vous pourrez retrouver donc la traduction, elle est là. Et évidemment, le lien, il est ici. Le lien vers l'original en VO. Paf, voilà. Donc voilà, c'était l'article que j'avais voulu traduire pour aujourd'hui. Comme vous avez dit, habituellement, je traduis plusieurs articles, mais là, je n'ai pas trouvé tant d'articles que ça intéressants à traduire cette semaine, donc j'en ai traduit un, qui, je pense, peut vous intéresser. Alors, Baba, dont c'est le premier message dans le chat, c'est bien, n'hésitez pas à poster dans le chat, nous dit que JWT est cool quand la validité est courte. Oui. En fait, je pense que JWT a plus de sens dans l'authentification entre services internes, mais dans les faits, en vrai... bon. je suis assez critique, vous l'aurez compris, sur ces mécaniques-là. Passons à un autre article. On revient sur Next Impact en français. Comme je l'ai dit, habituellement je traduis plus d'articles, mais j'en ai pas trouvé tant que ça. Il y a d'autres choses dont on va parler après, mais là quand même, il y avait un truc intéressant que nous propose Marc Ries, qui est le rédac chef, il me semble, de Next Impact, sur un truc très franco-français intéressant, sur les difficultés du contrôle d'âge en ligne.
pour, vous l'imaginez, les sites pornographiques notamment. C'est un problème très complexe parce que, vous allez voir, c'est vraiment une question de ménager la chèvre et le chou, hein. Globalement, c'est ça. Très difficile. Vous allez voir. Le pôle d'expertise de la régulation numérique vient de diffuser une étude sur le contrôle d'âge en ligne. La synthèse pourrait se résumer en quelques mots: It's complicated. Cependant, un proof of concept est sur la rampe en collaboration entre PEREN, donc le pôle d'expertise de régulation numérique, PEREN, la CNIL et l'école polytechnique. Le sujet est dans le cœur de l'actualité avec cette procédure judiciaire initiée par l'ARCOM contre 5 sites pornographiques toujours en cours. L'objectif, imposer à Pornhub, Tukiff, Xhamster, Xvideo, un contrôle d'âge sous la menace d'un blocage chez les fournisseurs d'accès à Internet. Depuis une loi de 2020, d'origine La République En Marche, les disclaimers d'âge ne sont plus un paravent suffisant pour éviter l'infraction. Il suffit plus de dire ce site est réservé aux mineurs, si t'es majeur, est réservé aux majeurs, pardon. Si t'es mineur, clique ici pour aller sur un autre site. Ou de demander la date de naissance, hein, c'est pareil. Le dossier sera bientôt jugé au tribunal judiciaire de Paris, doublé d'une procédure au Conseil d'État, sans compter le dépôt prochain d'une question prioritaire de constitutionnalité et d'une question préjudicielle. Donc entre guillemets, il y a tous les types de tribunaux qui vont avoir cette question-là, parce que vous avez les assauts de défense des gamins contre à la fois les fournisseurs d'accès à Internet, les sites pornographiques, etc. C'est un enfer. Human bomb. L'exercice n'est pas simple en raison du silence du législateur, oui, parce qu'en plus les députés n'ont pas fait le boulot correctement, des textes d'application et de la passivité de l'ARCOM sur les moyens qui doivent être mis en œuvre par les éditeurs de sites X. Parce qu'évidemment, c'est facile de taper sur le site X, mais à un moment, déjà ils existent, quoi, donc voilà, et surtout, comment ils sont censés faire, quoi. Comment trouver la solution qui puisse passer entre les fourches du code pénal tout en respectant les règles du RGPD? Ces contenus flirtent en effet avec les orientations sexuelles, qu'il est simple de déduire en analysant les catégories visitées par l'internaute. La CNIL a déjà fixé plusieurs lignes rouges dans une délibération sur le sujet, interdisant par exemple l'analyse biométrique et autres fournitures de pièces d'identité. Mais tu dois quand même vérifier l'âge. Compliqué. De son côté, le pôle d'expertise de la régulation numérique, donc le PEREN, dont la mission est de fournir aux services de l'État une assistance technique, vient de publier un panorama critique des solutions actuellement déployées en matière de contrôle d'âge. Son constat, je cite, « Aujourd'hui, pratiquement aucun service en ligne n'utilise de procédés fiables permettant de vérifier l'âge. Malgré leur multiplicité, peu de méthodes sont à la fois faciles à mettre en œuvre, peu contraignantes et respectueuses de la vie privée des utilisateurs, performantes et robustes face à des tentatives de fraude. » Pour le moment, il n'y a pas de silver bullet. Il n'y a pas de solution facile. Un contrôle d'âge non limité au porno. Le document rappelle utilement que la question du contrôle d'âge ne concerne pas seulement les contenus pour adultes. Le RGPD fixe par exemple à 16 ans l'âge à partir duquel un mineur est en capacité de consentir seul à un traitement de données à caractère personnel. Vous savez, les j'accepte. Dans la marge de manœuvre laissée aux États membres, le seuil peut être abaissé jusqu'à 13 ans. La France, pour sa part, a opté pour 15 ans à l'occasion de la loi d'adaptation suite à l'entrée en application du RGPD le 25 mai 2018. De même, rappelle le PEREN, la législation sur les services numériques, le DSA, va introduire une interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs. Les modalités de mise en œuvre de cette interdiction étaient au cœur des négociations, restent à être définies. Ce texte interdira aux plateformes d'utiliser les données personnelles des mineurs, dont elle a la connaissance effective, qu'elles collectent à des fins de publicité ciblée. Par ailleurs, le texte devrait préciser que cette obligation ne doit pas conduire à la collecte d'informations personnelles supplémentaires. Vous imaginez, c'est vraiment la quadrature du cercle, quoi. Son étude sur le sujet de la détection des mineurs relève que les grandes plateformes ne se sont pour l'instant contentées que d'un système autodéclaratif, par définition plus que fragile. Certes, afin de réduire la présence des mineurs sur leur plateforme, la plupart des réseaux sociaux utilisent donc en complément une méthode de détection de mineurs en continu. Activée en arrière-plan, celle-ci se fonde le plus souvent sur la recherche de mots-clés prédéfinis dans le contenu publié par l'utilisateur et pouvant suggérer son âge. Mais là encore, ce système montre ses limites, parce qu'un utilisateur mineur présent sur une plateforme sans y publier de contenu ne pourra jamais être détecté comme tel
par ce type d'algorithme. D'autres moyens parallèles sont encore mis en œuvre, signalement des mineurs, examen humain et autres méthodes reposant sur des signaux faibles. Le PRN cite aussi l'exemple de Yoti, une entreprise britannique qui revendique aujourd'hui 500 millions de vérifications et dont la solution repose sur l'estimation de l'âge à partir d'une courte vidéo ou photo de l'utilisateur et d'intelligence artificielle, avec une marge d'erreur autodéclarée de 1 an et demi pour les utilisateurs âgés entre 13 et 24 ans. Bon, les trucs Guess My Age, historiquement c'était un peu de la merde, mais apparemment il y aurait une techno qui serait pas si dégueu que ça, faite par une boîte qui s'appellerait Yoti. Alors, justement, parlons du panorama des solutions disponibles. Le dossier dresse un panorama des solutions disponibles pour vérifier la majorité, avec 3 piliers: le contrôle d'âge, l'estimation algorithmique et enfin le volet déclaratif, éprouvé tour à tour par la combinaison de 7 critères: facilité d'implémentation, lisibilité, commodité et un degré d'intrusion dans la vie privée, robustesse à la fraude, performance et enfin flexibilité de la méthode. Et donc ça donne ce tableau. Donc très intéressant ce tableau. Donc on a le contrôle de carte bancaire qui est facile d'implémentation, mais peu satisfaisant pour les utilisateurs parce qu'il est peu lisible, peu commode, mais pas si intrusif que ça, même si je trouve ça quand même relativement intrusif. Et c'est relativement robuste à la fraude, parce que tu peux pas avoir de carte bancaire avant 18 ans, enfin tu peux en avoir une à 16 ans dans des cas particuliers, mais du coup ça va pour les usages qu'on veut. C'est moyennement performant, ça prend pas mal de temps, et c'est pas très flexible, parce qu'il y a des gens qui ont pas envie de donner leur carte bancaire en plus. Contrôle par un bureau de tabac, c'est relativement facile à implémenter pour les plateformes une fois qu'il y a des systèmes qui existent. C'est pas très lisible, par contre c'est pas commode du tout, parce que si à chaque fois que tu as envie d'aller t'amuser sur un site porno, t'es obligé d'aller sur un bureau de tabac, c'est un peu compliqué on va dire. C'est pas très intrusif par contre, parce que à part le mec de ton bureau de tabac, bon ça va. Robuste à la fraude, relativement robuste, pas trop, parce que si t'es gamin, bon faut s'appuyer sur les bureaux de tabac pour qu'ils fassent attention à ça. Normalement c'est censé marcher, mais c'est pas aussi satisfaisant. C'est pas très performant, faire des allers-retours et tout. C'est flexible. Par contre, oui, c'est plutôt flexible, parce que c'est dans n'importe quel bureau de tabac, bon, voilà. L'utilisation d'une base de données nationale, bon, c'est pas très lisible pour les utilisateurs, mais sinon, bon, ça marche bien, mais bon, ça reste quand même, voilà. Une pièce d'identité et une photo, c'est pas lisible, c'est pas commode, et c'est très intrusif pour les utilisateurs, donc c'est pas ouf. Un service de garantie de l'identité numérique, c'est pas très commode parce qu'il faut s'inscrire dessus. Donc en gros, un service de garantie de l'identité numérique, c'est un France Connect, quoi. Voilà, pour faire simple. C'est pas très commode pour les utilisateurs de cliquer sur. Oui, je me connecte sur France Connect pour aller sur du porn. Bon. Mais sinon, sur le reste, ça marche plutôt bien. Le contrôle parental, ça marche super bien pour les utilisateurs, mais c'est pas forcément très efficace. Parce que les gens savent pas le mettre en place, et surtout ils le mettent pas en place et c'est pas parfait. Après, profilage social basé sur le contenu, c'est compliqué à faire pour les plateformes, c'est pas très lisible, genre on comprend pas forcément pourquoi ça arrive. C'est un peu intrusif, moi je trouve ça même vraiment intrusif. Et apparemment c'est pas si efficace que ça selon eux. L'utilisation de données biométriques, c'est un enfer pour les utilisateurs, c'est un enfer pour l'efficacité, c'est pas ouf. Et l'autodéclaration, c'est pas du tout robuste à la fraude, quoi. Voilà. Mais sinon ça a plein d'autres aspects intéressants. Hop, je le remets là. Chacune des méthodes est passée au crible et aucune n'apporte de résultat 100% satisfaisant. Le contrôle par carte bancaire, il n'offre pas de granularité sur l'estimation de l'âge, sans compter qu'en France, il est possible de détenir une carte bancaire avant 18 ans. Cette méthode ne pourrait pas être utilisée par exemple dans le cas des sites pornographiques. La vérification par un bureau de tabac, tributaire de la fiabilité des contrôles exercés par les buralistes, elle peut être perçue comme contraignante pour certains utilisateurs. L'utilisation d'une base de données nationale, l'acceptabilité sociale de cette méthode est conditionnée à l'existence d'un mécanisme de double anonymat afin de garantir que le tiers ayant accès à la base nationale ne connaisse pas le service depuis lequel la requête de vérification a été remise. Donc, faut que tu passes par deux trucs, genre que personne ne sache qui fait quoi. Le contrôle de possibilité d'une photo, elle présente l'inconvénient de demander aux utilisateurs un document identifiant et des données biométriques. Est-ce que tu as vraiment envie de montrer ta pièce d'identité à un site porno ? Si le PRN juge intéressant le futur service de garantie de l'identité numérique, avec contrôle de la puce intégrée dans la carte d'identité, il est encore dubitatif sur les solutions de contrôle parental. Les modalités d'application précises de la loi ne sont pas encore connues. Autre inconnu, la part des parents qui utiliseraient réellement le dispositif de contrôle parental. Se posent aussi de multiples questions pour son implémentation sur le parc existant d'une part et sur l'efficacité sur les ordinateurs partagés d'autre part. Bah oui, est-ce que tout le monde va bien penser à réactiver le contrôle parental une fois qu'ils quitteront les ordis partagés dans les familles ?
L'autodéclaratif est certes peu contraignant, mais il n'est évidemment ni fiable ni robuste. Quant au profilage social basé sur le contenu publié par l'utilisateur, il dépend du contenu publié par l'utilisateur et donc pas applicable à toutes les plateformes. Quant aux estimations basées sur les données biométriques, elles souffrent de marge d'erreur, outre qu'elles génèrent des traitements sur les données biométriques des jeunes enfants. Donc vraiment, l'enfer quoi. Pas de solution uniforme. De multiples solutions existent donc, avec une efficacité variable, sachant qu'aucune ne peut s'imposer uniformément à l'ensemble des services en ligne. Un contrôle d'âge à l'entrée d'un site pornographique n'est pas nécessairement duplicable sur un réseau social où une politique de modération peut réduire les risques d'exposition à certains contenus. De même, doit jouer le principe de proportionnalité. Pour le pôle d'expertise, il apparaît ainsi démesuré de demander une carte d'identité pour accéder au contenu de Disney, au motif que certains sont déconseillés aux moins de 13 ou 16 ans. Le sujet est aussi empreint de plusieurs risques. Il est fréquent que les grandes plateformes effectuent elles-mêmes la vérification de l'âge. Or, cette situation les conduit à collecter davantage de données personnelles. Ouais, c'est un truc sans fin, quoi. Qu'elles sont ensuite en mesure de croiser avec d'autres données en leur possession ou d'utiliser à des fins commerciales. On avait vu que Twitter avait été condamné, je ne sais pas si on l'avait vu ensemble, mais Twitter a été condamné il n'y a pas longtemps par la FTC. Enfin, il y a eu un accord avec la FTC, parce que c'est pas une condamnation. Bref, parce qu'ils utilisaient le numéro de téléphone qui était donné pour l'authentification à 2 facteurs pour faire du recoupage publicitaire. Donc, ça veut dire faire toujours attention aux données qu'on donne aux grandes plateformes. Certaines plateformes, en effet, utilisent le prétexte d'une vérification d'âge pour demander une date de naissance précise, qui est alors utilisée pour raffiner le profilage et le ciblage publicitaire de leurs utilisateurs majeurs. Pour le minimiser, le pôle préconise le passage par un tiers de confiance. Je suis pas convaincu, mais bon. En l'absence de tiers, un site à accès restreint endosserait également le rôle de vérificateur d'âge de ses utilisateurs. Il pourrait alors rattacher des données personnelles ou sensibles en sa possession à l'identité de la personne. Le mécanisme de tiers permet de pallier ce problème, en reportant la vérification de l'âge sur un service extérieur de vérification vers lequel l'utilisateur est automatiquement redirigé. Donc en gros, l'exemple, il donne, la vérification directe, c'est directement le service en ligne. Le simple tiers, c'est ça va sur un service en ligne. Hop, on est redirigé vers le service de vérification d'âge. Hop, on revient. Et voilà. Et pour solidifier davantage cette organisation, il plaide en faveur d'un système de double tiers de confiance où un nouvel intermédiaire serait chargé de transférer les informations entre le site à accès restreint et le site vérificateur, de sorte que ce dernier ne connaisse pas le site réellement visité. Donc en gros, tu arrives sur le site en ligne, tu es redirigé vers le service d'anonymisation du service demandeur, là où tu cliques sur le bouton France Connect, et là, hop, tu arrives sur France Connect, tu dis oui, je suis adulte, et là, tu reviens sur le service d'anonymisation, et là, après, tu reviens sur le service en ligne. Ah! Alors, je prends 3 secondes pour lire un peu vos messages, pardon, j'ai pris un peu de temps. Alors, il y a JNTA qui nous dit une des propositions par rapport à ce problème était une redirection vers le site de l'État pour vérifier l'identité. Entre-temps, on en a parlé, hein, donc site X vers gouvernement, vers bienvenue sur site X. Human Bomb nous dit honnêtement, cette histoire de contrôle d'âge, je le vois plus comme un coup de zèle de l'ARCOM, je suis d'accord. Quand j'étais minot, tout le monde avait déjà accès à Internet et donc au porno, et j'ai pas l'impression que ça a été si terrible. Bah, j'ai pas l'impression qu'on ait une génération de détraqués, quoi. Mais bon, les assauts de défense, elles font ce qu'elles font. C'est le problème des politiques de pas trancher correctement, à mon sens. Et le coup politique de dire non, mais on s'en fout, est pas trivial, je me doute. Après, c'est leur job, hein, normalement. Human Bomb, oui, donc Genta qui dit surtout que maintenant avec les plateformes de contenu comme TikTok, Twitter, YouTube et autres, tu peux retrouver du contenu 18+, donc ça change pas le problème. Bah oui, mais après normalement on peut aussi utiliser ces mécaniques pour pousser les plateformes à s'assurer que les utilisateurs soient 18+ ou pas. Ce qui pourrait les arranger par ailleurs, hein, parce qu'ils se font chier à faire beaucoup de trucs parce qu'il faut protéger aux mineurs, mais je pense qu'il y en a 2-3 qui préféreraient avoir pas ces questions-là à se poser. Donc un framework qui permettrait de se débarrasser de ça serait pas mal aussi. De toute façon, si un mineur veut accéder à ce genre de site, il y arrivera. L'idée est plutôt de protéger les enfants qui font pas exprès de tomber sur le contenu. Je suis d'accord, Mopral, ça je suis d'accord. Mais pour le coup, l'autodéclaration était suffisante. Human Bomb, le problème c'est les parents. Pas entièrement, je pense, mais ils ont clairement leur rôle à jouer. Bah, c'est toujours le truc, il faut remettre aussi les parents au milieu du processus. Il y a vraiment des parents qui sont perdus aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est facile de taper sur les parents parce que ça permet d'éviter de se poser ces questions-là. Dans les faits, bon, c'est pas évident. Internet est de partout, et bon, quand ton gamin a 5-6 ans, c'est facile, tu peux vraiment être derrière lui. Je pense que quand ton ado il a 12-13 ans, tu
peux pas vraiment trop l'aider. Et à mon sens, il faut pas forcément passer par l'interdiction, mais plutôt par l'accompagnement. Mais je comprends que c'est pas trivial non plus. C'est des questions qui se posent. Marcius nous parle et nous dit, ça a peut-être déjà dit, mais peut-être, non, PH est assez intéressé, je sais pas qui est PH, est assez intéressé, Pornhub, est assez intéressé par un système de gatekeeping par le bureau de tabac ou équivalent, parce que c'est complexe à mettre en place et coûteux, donc il serait certainement le principal, sinon le seul capable à fournir ce service, et donc ça défonce la concurrence. Oui, c'est un vrai sujet que souligne Marcius, c'est qu'il y a un vrai sujet de risque de distorsion de concurrence. C'est-à-dire que seuls les gros pourront se permettre d'avoir ces services-là, et pas les petits. Ce qui entrancherait encore des gros acteurs pas forcément vertueux sur ces sujets-là. Et je suis pas sûr que le législateur ait ça en tête en fait quand il pense à ce genre de choses. On a bien vu comment ils peuvent être des fois débiles sur des sujets de neutralité du web, qui ont des sujets similaires. Pas les mêmes, mais ça m'y fait penser. Mopral, ouais, ben le temps de faire ça, j'ai plus le temps, j'ai plus envie d'aller sur le site porno, quoi. Voilà, bah, c'était la question qu'il y avait au-dessus, hein, le côté facile ou pas d'aller chercher son petit ticket en bureau de tabac, de savoir si c'était pertinent ou pas. Ah, je vois que quand on parle de site pornographique, d'un coup, il y a beaucoup de monde qui arrive. Hein. 40 viewers, bravo. Mais la grosse question, c'est qui peut servir de tiers de confiance. Parce que je crois que c'est la question à 100 000 balles, hein, mon cher Aquarium. Hein. Aucune naïveté du pérenne qui sait que ce cumul de tiers n'apporte certainement pas de garantie d'anonymat en cas de collusion entre des entités concernées, évidemment. Donc là, voilà, il montre un exemple. Ah voilà. Celui-ci imagine cependant une solution, c'est pas con, une solution qui ferait intervenir une extension de navigateur baptisée Verifage, oui bon, chargée du transfert des jetons, des tokens. Cette extension interopérable permettrait à l'internaute de récupérer de manière automatique des demandes d'âge sur les sites à accès restreint, puis de se les faire valider lorsqu'il navigue sur un service de vérification d'âge pour envoyer enfin les jetons correspondant au site concerné. Une sorte de WebAuthn, mais mais de manière plus ou moins automatique pour les sites d'âge. Moi, ça me dérangerait pas, à titre personnel, mais je comprendrais qu'on soit pas d'accord, on me demande d'aller sur France Connect une fois pour générer une clé, enfin pour avoir une sorte de clé qui aille dans une extension interopérable, et que cette clé génère des sortes de tokens que ensuite les vérificateurs d'âge puissent vérifier, par exemple. Ça me dérangerait pas, quoi. Avec un système qui génère un truc différent. En fait, tu signes auprès de... Putain, je suis en train de foutre de la cryptographie dans le porno. Ah, mais oui, en fait, t'es une clé qui te permet de signer ça, quoi. Et, euh, et ouais, je sais pas. Alors là, on peut voir le schéma. Attendez, je vous le mets en grand. Je pousse un peu de ma tête. Donc, on aurait quoi? On aurait... Donc, vérificateur d'âge 1, vérificateur d'âge 2. 1. Moi, je vais sur le site 18+. Le site demande à l'extension un token euh, pour demander une preuve d'âge. Logique. L'extension me dit choisis un vérificateur. Moi je choisis donc en local via la vérif âge. Donc par exemple France Connect. L'extension demande à France Connect un token. Le token est fourni à l'extension qui fournit le jeton. Ouais, ça change pas grand chose, non? Alors Moriphen qui pose son premier message nous dit le plus cocasse, oui je suis vieux, c'est que tout le monde se pose la question du respect de la vie privée pour aller sur les sites porno, mais personne ne remet les problèmes de vie privée sur les GAFAM. Alors Moriphen, oui, et en même temps, est-ce que t'es pas en train de nous faire, nous vivons dans une sociétaire. J'ai l'impression que tu as le point sociétaire, c'est-à-dire, c'est un peu, je vois ça un peu comme du même niveau que, ouais, les jeunes qui se plaignent qu'on fait pas assez sur le climat et tweetent depuis leurs iPhones. C'est à peu près le même niveau, Moriphen. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu essayes de gérer un sujet que le reste des sujets n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous vivons dans une société, t'as raison de le dire, Mopral. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Bah ouais, en fait, les gens... c'est pas parce que on doit lutter contre les problèmes qu'on a via la surutilisation des données par les GAFAM, donc ces grands géants du net, qu'on ne doit pas se poser des questions, notamment quand on doit filer des données à Pornhub. C'est pas la même chose que de filer à Google que de fournir à Pornhub. Rien à voir. Je pense que c'est vraiment très différent. C'est une légende urbaine où le porno a souvent l'utilisation de grandes pans publics des technos. Ouais, je pense que c'est une légende urbaine, ce truc-là. Alors,
Le POC, justement, est en train d'être créé apparemment. Celui-ci imagine cependant une solution qui ferait intervenir une extension navigateur baptisée Verifage, chargée du transfert des jetons. Donc cette option est interopérable, c'est ce que je citais tout à l'heure. Le code devrait être open source, ça c'est une bonne chose. Et une autorité serait chargée d'accréditer ou de révoquer les tiers autorisés à valider ces jetons, afin de garantir l'effacement des données et un haut niveau de protection de celles potentiellement sensibles. Fait notable, le rapport relève que la CNIL, en partenariat avec l'École Polytechnique et le PRN, ont développé un proof of concept de vérification d'âge par double anonymat, et cette preuve de concept pourrait être rendue disponible fin mai. C'est parfait, on est le 30 mai. On veut ça, hein, on veut voir. En vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a un sujet de fond, c'est facile pour nous de dire non, mais on s'en fout, les jeunes font ce qu'ils veulent, etc. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même de société, de dire, de proposer un truc, de trucs pertinents, euh, de se poser, ouais, de se dire comment on peut faire pour vérifier l'âge. Et je pense que c'est une question complexe. Et je pense que la proposition qui est là est pas débile. Et pas débile, surtout si c'est fait par une extension open source, pour le coup. C'est vrai qu'il Mopral est malin et a dit bah on précise pas l'année, hein, donc voilà, ça explique tout. Mais voilà. Euh, Est-ce que vous seriez prêt à installer une extension de ce genre, surtout si elle est open source? Une extension qui serait une sorte de vérificateur d'âge, qui pourrait peut-être être à terme intégré dans le navigateur si c'est un protocole ouvert, hein, mais une extension, ça vous intéresserait, vous? Moi je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est pas con leur idée, hein. Des fois ils font des trucs pétés, mais là je trouve pas ça pété. Je trouve ça plutôt malin. Je suis pas sûr que l'extension ajoute vraiment. Enfin, ça pourrait être fait par un site aussi en vrai, hein, mais c'est juste que l'extension ça permet d'éviter qu'il y ait des traces qui se baladent quoi. Bon, après, on le dit pas forcément dès le premier jour, mais si ça fait ses preuves, pourquoi pas. Flork. Mais du coup, l'utilisation de l'extension est déjà un navigateur. Bah, ça dit que tu vas peut-être sur des sites qui sont restrictés d'âge, mais on peut se dire que la restriction d'âge, elle va toucher d'autres sites à un moment ou à un autre, ou des réseaux sociaux. Et donc, en fait, ça va pousser tout le monde à l'utiliser, quoi. Je crois une bonne chose. Morifen nous pose la question, je loupe un truc, mais le POC pose toujours le problème de tiers de confiance qui certifie le token. Bah un vérificateur d'âge, c'est le seul boulot. Donc soit un truc de faut que tu ailles dans un bureau de tabac, soit peut-être un France Connect. En vrai, France Connect avec un lien vers les impôts, et paf, t'as une vérification que t'as bien 18 ans en fait. C'est pas si con, hein. Moi je trouve ça plutôt malin. Hein. Merci Regdobé pour ton follow, bien sûr. Moi ça me semble pas mal. Je vois que tu as l'extension vérifiage. Ouais, je pense qu'en vrai, c'est pas un. Enfin, oui. Quoi? Des gens vont visiter les sites pornographiques? Quel enfer! Non, je pense que c'est pas un problème en vrai. C'est pas un problème. Cool! Eh ben, on est pas mal. Euh, Parmi tous les trucs que j'avais prévus, il y a deux trucs encore. Deux articles. Enfin, il y a trois trucs. Moi, j'aimerais d'abord vous parler d'un truc intéressant que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Canaille PHP. Alors, rien à voir avec les petites canailles, mais qui sont liées un peu à comme les canailles. Alors, est-ce que vous connaissez déjà Canaille Use? Si vous connaissez pas, c'est l'occasion d'en parler. Canaille Use, qui est quand même relativement connu dans le monde du développement web. Canaille Use est un truc très chouette qui vous permet de vérifier si vous pouvez utiliser dans un projet web une technologie ou une autre. Par exemple, est-ce que je peux utiliser aujourd'hui les CSS Grid? Bah, vous tapez CSS Grid et paf, ça vous dit, selon les navigateurs, est-ce que vous avez le droit. Donc par exemple, quand vous voyez beaucoup de verts comme ça, vous savez que vous pouvez le faire aujourd'hui, que c'est très moderne, et que, bon, peut-être pas dans IE 11, vous voyez, ça c'est la colonne d'Internet Explorer, donc elle est souvent rouge, mais sinon, sur tout le reste, c'est quand même depuis très longtemps, quoi. Il y a même une case à cocher qui s'appelle, enfin un lien qui s'appelle usage relative ici, qui permet de faire que les barres soient plus grosses selon l'utilisation en France, là beaucoup, parce que ça a détecté que j'étais en France. Donc là, on peut voir que clairement, je peux utiliser CSS Grid. C'est très utile, en vrai, CSS Grid. Mais c'est très utile Canaius parce que ça permet de vérifier du coup qu'on puisse utiliser. Par exemple, si je me dis est-ce que je peux utiliser TextStroke qui me permet de faire des liens, des traits autour du texte, et bien finalement oui, mais vous pouvez voir, je vais essayer d'agrandir un peu, mais vous pouvez voir que autour de chacune des petites cases, vous avez des petites cases, vous avez des petits rectangles jaunes. Et ces petits rectangles jaunes, c'est pour vous informer qu'il faut utiliser un préfixe. Donc le préfixe WebKit. Et vous noterez d'ailleurs qu'il faut aussi l'utiliser sur Firefox, parce que pour des raisons diverses et variées,
Ça n'a jamais été standardisé. Mais voilà, ça vous permet de savoir rapidement si quelque chose, vous pouvez l'utiliser ou pas sur le web. Can I use, incroyable. Si vous l'utilisez pas, bah, maintenant vous l'avez en stock. Sachant qu'en plus, maintenant les données sont mises en commun via une base de données qui est gérée par MDN, donc Mozilla Developer Network. Donc normalement les données sont relativement à jour, ce qui est assez chouette. Donc voilà. Et ça marche pour plein de choses, hein. Ça marche aussi pour des fonctionnalités de JavaScript. Donc si par exemple je fais genre includes. Voilà, si je veux voir si je peux faire string.includes pour savoir s'il y a un bout de texte qui est à l'intérieur d'un autre, bah en fait voilà, j'ai cette information et je peux l'avoir directement là. Donc vraiment très pratique. Et ben il se trouve qu'il y a des gens qui ont fait Canaille PHP. Alors j'ai vu, vous faites des blagues à base de Canaille PHP, no. Alors, oui certes, mais si vous avez besoin d'utiliser PHP dans votre boulot, et ben ça vous permet de savoir si vous pouvez utiliser une fonctionnalité moderne de PHP ou pas, si elle est disponible dans votre version. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas accès à la dernière version de PHP. Ce qui serait bien, mais c'est pas possible. Et je trouvais ça cool, parce que moi, je fais très peu de PHP, mais je sais jamais où est-ce qu'on en est dans les nouvelles versions, etc. Et ça vous permet de vérifier qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les différentes versions de PHP, et est-ce que c'est possible de le faire. Genre, par exemple, est-ce que je peux utiliser... je sais pas en fait, parce que je connais pas assez bien PHP, mais par exemple, si je prends des trucs qui sont arrivés en 5.6, voilà, le point pour appeler une fonction avec plein d'arguments, je vois que je peux utiliser dès 5.6. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Les classes anonymes, je peux le savoir dès 7.0. Je trouve ça cool en fait comme mécanique, les canailles quelque chose, pour savoir si tu peux utiliser. Je sais pas si ça utilise dans d'autres langages, j'ai pas cherché, mais en vrai, ça pourrait être chouette d'avoir un canaille Dart par exemple pour les gens qui font un peu de Flutter pour savoir s'il y a des trucs qui sont à jour. Après, on met souvent à jour directement, on a moins ces problèmes-là. Canaille Ruby ou je sais pas, entre guillemets, d'être à jour sur qu'est-ce qu'on est capable de faire selon les versions actuelles. Je trouve ça assez cool. Donc voilà, je vais vous partager un peu ça. Canaille PHP, c'est assez chouette. C'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Oui, alors Fabax qui nous parlait des trucs d'avant, effectivement, que pour France Connect, ça marchera pas pour les moins de 13 ans, effectivement. Ça sera pas parfait pour tous les systèmes d'âge France Connect. Mais oui, et Fabax aussi qui souligne que un des trucs qui est cool avec Canaius, c'est que aussi ça peut nous pointer vers des polyfills, donc des manières de faire, des manières de compenser l'inexistence d'une certaine fonctionnalité, en tout cas si c'est émulable, avec des polyfills. Merci pour ton premier message, Bellegar, qui nous dit Canaille C++. Bah oui, parce qu'on peut tout faire en C++. Ouais, on peut tout faire en tout, hein. Quasiment tout faire en tout. Mais voilà, je trouve ça assez rigolo, Canaille, hein, je vous invite vraiment à l'utiliser. Des fois, on découvre aussi des fonctionnalités par hasard, parce qu'on a utilisé un terme qui était un peu, genre si je mets image, bon bah on va avoir plein de choses, puis des fois on scroll. Alors, ce que j'adore, c'est que t'as quand même HTML Element Image. Ah non, image, pas IMG. Ah, c'est quoi ça? Bah voilà, par exemple, j'ai tapé image en voulant voir, et je découvre qu'il y a un HTML Element qui s'appelle image. Image? C'est quoi image? C'est bizarre, non? L'élément image. Déprécié. Ah, c'était le précurseur de IMG. Ah oui, d'accord, bon, d'accord. Bon, c'est un peu logique que ça n'existe pas. Mais voilà, par exemple, les border images, c'est un truc que vous connaissez peut-être pas, mais qui existe depuis très longtemps, qui sont des trucs qui vous permettent de faire des bordures avec à partir d'une image qui est formatée de manière assez particulière pour faire ça. Voilà. C'est un peu, ça existe depuis longtemps, mais les border images, mais peut-être que vous connaissiez pas. Et ben on le découvre par hasard sur ce genre de site. Bref, Canaille, c'est assez chouette, et donc Canaille PHP existe. Ah, Bellegar qui nous disait qu'il utilisait la balise image dans le web des années 2000. Ouais, c'est pas tout neuf. Hein. C'est pas tout neuf. Et je voulais qu'on rigole, qu'on rigole, qu'on se marre un peu quand même en regardant, en lisant un article en français de ZDNet. Alors, j'ai une passion de détestation contre ZDNet. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment en tête que ZDNet, c'est le site des vieux CTO. Je sais pas comment vous dire. Des vieux CTO tout pétés. Qui ont un job de directeur technique qu'ils devraient plus avoir depuis très longtemps et qui lisent ça en se disant tiens je vais rester à jour et qui sont persuadés que la crypto c'est le futur. C'est pour vous dire.
J'ai vraiment une haine profonde contre ZDNet. Mais c'est parce que je suis pas la cible. Mais vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Et donc, en me baladant, en essayant de trouver des articles, et comme je vous l'ai dit, c'était pas évident de trouver des articles cette semaine, je suis tombé sur cet article qui date littéralement d'hier. Le travail à distance alimente les taux d'attrition élevés et insoutenables de l'IT. Alors, truc formidable, ZDNet ne parle pas de développement de ça, il parle d'IT. Déjà, rien que ça m'énerve. Mais bon. L'IT. ZDNet. Et j'ai envie qu'on le lise parce que c'est marrant. Je trouve ça marrant de hate lire, de hate read, comment dire, de lire avec hantise ZDNet pour que ça nous rappelle à quel point on n'aime pas ZDNet. Donc, le travail à distance alimente les taux d'attrition élevés et insoutenables de l'IT. Insoutenable. Hein. Vraiment le Figaro de la... Bon, bref, merde. Technologie, 2 points. Si les travailleurs techniques à distance ont l'avantage à court terme, ils devront constamment améliorer leurs compétences afin d'éviter d'être remplacés par l'automatisation. Tintintin. Oui, ça s'appelle bosser dans l'informatique. Il semble que ce n'est qu'hier que les sociétés de services informatiques sont passées du statut d'enfants craintifs, réticents à subir cette transformation pour survivre, à celui d'entreprises qui l'adoptent enfin. Alors c'est littéralement qu'hier, hein, parce qu'il y a beaucoup de SN qui continuent de casser les couilles là-dessus, hein, je pense. En fin de compte, aussi difficile qu'il ait été de renoncer au train de vie que constituait le développement d'applications et la maintenance d'infrastructures, le pain et le beurre de l'informatique pendant des décennies, le pain et le beurre de l'informatique. Putain, mais quand vous traduisez à l'arrache des articles en anglais, changez les... Enfin, même moi, je fais pas ça quand je traduis des articles, quoi. Le pain et le beurre de l'informatique. Ça se dit en français? Parce que pain and butter, ça se dit en anglais, mais le pain et le beurre... Bon, alors le pain et le beurre de l'informatique pendant des années. Les grands noms de l'informatique semblent avoir compris que le cloud et le numérique sont leur avenir. Ah bah le cloud, ils peuvent demander à VMware, on a vu qu'ils savent faire. Les entreprises semblent toutes avoir finalement commencé à consacrer de plus en plus d'attention et de ressources à l'architecture de solutions numériques, ainsi qu'à des activités de conseil en conception. Est-ce que cette phrase veut dire quelque chose? Je suis désolé, je me permets de la relire. Les entreprises semblent toutes avoir finalement commencé à consacrer de plus en plus d'attention et de ressources à l'architecture de solutions numériques, ainsi qu'à des activités de conseil en conception. Salut Marcel Petulecci. Ça veut rien... Enfin bref. Taux d'attrition. La pandémie a simplement ajouté du carburant à cette tendance. La tendance de quoi? De donner plus d'attention et de ressources à l'architecture de solutions numériques ainsi qu'à du conseil de conception. Bref. Alors que les gens se sont retranchés chez eux, commandant des produits de première nécessité et faisant une overdose de Zoom, la dépendance numérique a grimpé en flèche et le besoin connexe de solutions agiles et flexibles est devenu plus urgent. Les entreprises se sont précipitées pour essayer d'améliorer, d'innover leur présence en ligne afin de répondre à cette explosion soudaine de l'activité des clients. Et les sociétés informatiques ont commencé à faire de même avec leur personnel à la maison pour garder leurs lumières allumées. Ah, Human Monde nous dit « Mon ESN n'a jamais été trop chiant sur le télétravail, mais les clients, c'était toujours un grand nope. » Et là, ça passe. Là, ça bouge pas mal d'ailleurs, d'accord. 2 ans que je suis full télétravail et que mes clients sont heureux, donc on me laisse tranquille. Bien, au moins ça bouge, ça c'est bien. Beaupral qui souligne, qui disent commencer à consacrer de plus en plus. Effectivement, on n'est pas non plus sur un saut dans l'avenir incroyable. Pourtant, au moment où la crise existentielle liée à l'abandon d'un ancien modèle lucratif et à la migration vers un nouveau modèle ambigu s'est atténuée, une autre crise bien plus grave a surgi des cendres de la pandémie, l'attrition. Les taux d'attrition pour les entreprises informatiques dont le back-end se trouve en Inde, c'est-à-dire dans la plupart des pays du monde, quel que soit le pays d'origine, se situent entre 20 et 30%, ce qui signifie que vous remplacez théoriquement toute votre main-d'œuvre, comme le souligne le journal Mint, tous les 3 ans et demi environ. Si t'as un taux d'attrition de 30%, t'as un problème, mon loulou. Hein. De toute façon, les taux d'attrition des entreprises informatiques dont le back-end se trouve en Inde. La plupart... Enfin, genre... Je suis pas en train de dire... J'ai rien contre nos amis qui travaillent depuis l'Inde, mais... On n'est pas un peu revenu de ça, normalement? On n'a pas un peu changé de cette mécanique de la sous-traitance de loin? Enfin, puis en plus, on parle de sous-traitance, donc on parle déjà de... Enfin bref. Une guerre d'usure.
Infosys, donc c'est un peu la saucisse mais en version informatique. Infosys, par exemple, a vu son taux d'attrition passer de 10,9% au cours du trimestre se terminant en mars de l'année dernière à 27,7% à la fin de mars de cette année. De même, TSC est passé d'un taux d'attrition de 7,2% en mars dernier à 17%. Cette situation est tellement dégradée qu'Infosys a notamment insisté sur une clause de non-concurrence, waouh, qui empêche les employés de passer chez un concurrent ou un client pendant une période de 6 mois et 1 an respectivement. Oui, ça a toujours existé, ça, non? Comment les choses en sont arrivées là? Le fait est que, même avant la pandémie, il était de plus en plus difficile de trouver des talents technologiques qualifiés, bah forcément quand tu commences à en parler comme ça c'est logique, en particulier dans les nouveaux domaines du numérique qui évoluent et se développent rapidement. C'est long encore cette merde? Non ça va. Oh si quand même. Hein. Voilà, bref. Je voulais, euh, je voulais juste lire un bout de cet article. On va pas le lire en entier parce qu'il m'énerve déjà. Mais c'est pour vous dire à quel point il y a des publications remplies d'articles comme ça. C'est des articles méta qui considèrent que l'informatique, en gros, globalement, c'est des gens et puis tu leur jettes des demandes à la gueule et puis ils le font. C'est un peu, vous savez, il y a des magazines comme ça qui s'appellent genre le dirigeant informatique ou pas entrepreneur mais genre DG informatique. Je pense que et c'est ma thèse, que c'est ce qui fait qu'on est aussi mauvais en France, mais c'est partout dans le monde, là c'est traduit de zdnet.com, hein, qu'on est aussi mauvais dans la gestion de l'informatique, etc. C'est vraiment que les gens considèrent ça comme de mettre des ressources humaines et d'écrire des dossiers de demande et tout se fait, quoi. Genre vraiment, littéralement, tout ce que nous a montré ces géants du net, c'est que ça marche pas, quoi. Ça marche pas comme ça, quoi. Je trouve ça d'une tristesse énorme. Vous savez pas ce que c'est que l'attrition? Pardon, le taux d'attrition, ça c'est un terme par contre qui est réel, c'est le churn rate en anglais. C'est en gros le fait qu'il y a de moins en moins, enfin c'est le taux de perte entre guillemets. Un taux d'attrition c'est un taux de perte. Un taux d'attrition de 20% c'est que tu as perdu 20% de quelque chose. C'est ça un taux d'attrition. Ça se réduit avec le temps. C'est un taux d'attrition de 5%, c'est que tu perds 5% de quelque chose par an par exemple. Voilà. Si on dit que c'est un taux d'attrition par an. Marcel Patulecci qui dit que je suis gentil en disant des gens. En fait, c'est plutôt des ressources. Oui, il y a de ça. C'est le côté négatif de ressources humaines. C'est vraiment, tu considères ça comme des ressources. C'est vraiment un enfer. Et en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'en plus, c'est même pas efficace. C'est même pas. Ça vaut même pas le coup. Ça produit pas des produits de qualité. Ça produit pas des clients heureux. Ça produit pas d'économie. Enfin, c'est juste nul. Et c'est l'un des trucs qui m'intéresse dans les startups en général. Alors, il y a tout le côté problématique de la startupisation de la nation, etc. Mais juste de sortir de ces gros mastodontes qui font nimp avec l'argent des gens, quoi. Et effectivement, comme dit Bellegar, il y a aussi une considération politique qui vont avec. Enfin, ces gens-là sont d'accord à faire ça, et ça me rend triste, ça me rend triste. Donc quand j'ai vu cet article qui en gros se plaint, enfin je vous le fais court parce que je l'ai parcouru avant, mais je me souvenais pas que c'était si long, qu'en gros, les gens ils changent de boîte quand ils sont à distance, ils acceptent plus n'importe quoi. Bah oui, en fait, bizarrement, les employeurs, c'est plus le même délire. Il y a des employeurs qui profitaient d'être dans des coins un peu improbables pour faire accepter aux développeurs des conditions dégueulasses. Bah bizarrement, avec le télétravail, ben, tu peux être au fin fond de la Haute-Savoie et plus accepter de bosser pour la SS2I locale et bosser pour une grosse boîte américaine ou une grosse boîte française, mais une boîte qui bosse directement sur un produit et donc on a quelque chose à faire de leur public, quoi. Enfin de leurs développeurs et de leurs clients, quoi. Et ça change tout. Ça change tout pour eux. Donc voilà, ZDNet, c'est vraiment pour moi le journal des boîtes qui vont mourir, quoi. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule, voilà. C'est quelque chose. Euh, il reste 20 minutes. Et durant ces 20 minutes, j'ai envie de faire quelque chose de particulier qu'on n'a pas encore fait trop dans la 10.dev. C'est un peu les 20 dernières minutes. Je sais pas si c'était les 5, les 15, etc. Mais un des trucs que j'aimerais faire, c'est tester un truc ensemble. Attendez, est-ce qu'on peut pas... Attends, on va changer de bureau. Voilà. Un des trucs que j'aimerais faire, c'est bidouiller un truc ensemble pour les 20 dernières minutes. J'aimerais bidouiller du .NET. Parce qu'en fait, j'en ai très peu fait dans ma vie du .NET. J'en ai fait un peu chez Capitaine Train pour un outil interne. On avait très peu de .NET, mais on en avait besoin pour un outil interne en particulier. Un outil qui scannait des chèques vacances. Fun, hein. Voilà.
J'avais besoin de .NET pour ça. Mais sinon, par ailleurs, j'ai pas trop fait de .NET. Et notamment de C#. Et j'ai appris récemment que maintenant, le C#, c'est plus simple à faire, même sans utiliser les Visual Studio, pas Code, juste Visual Studio. Maintenant, on peut en faire avec justement Visual Studio Code. Et j'aimerais bien faire un Hello World en .NET, mais en .NET moderne avec, comment ça s'appelle, .NET 6. Et du coup, j'aimerais qu'on le fasse ensemble, pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Tac, voilà. Même sous Linux, même sous Mac, ça tourne surtout maintenant .NET. Et c'est entre autres pour ça, c'est pour vous permettre de découvrir .NET en détail. Donc on va prendre une nouvelle fenêtre Firefox. On va aller sur Getting Started.NET. Enfin, c'est C#. Voilà, hop. Visite guidée. Ouais, j'ai envie de l'avoir en... Enfin, traduction automatique, ceci dit. Tac, 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 super, super. Voilà. J'ai appris que le Hello World, maintenant, c'était juste ça. Ça, c'est quand même fou, non? Mais j'aimerais démarrer déjà avec tutoriel. Il n'y a pas un truc genre juste je veux démarrer? Bien démarrer. Oui, bien démarrer. Je suis bien dans bien démarrer, là. J'aimerais installer install.net. C#, Mac, VS Code. Voilà, installer .NET sur macOS. Il faut télécharger .NET Core. Mais je peux pas l'installer avec Homebrew? Parce qu'en fait, il y a... Ah si, j'ai vu passer, je crois. Voilà. Non, ça c'est libdigi+. Installer manuellement. Je vais quand même pas utiliser un... Oh là là! C'est pas une ligne de commande pratique qui fait tout? Ah voilà, .NET install. Installé avec l'automatisation bash. En plus, je dis ça, mais je suis sûr que je dois l'avoir parce que j'ai exécuté déjà un truc. Si je fais .NET help. Ouais, voilà, en fait, j'ai .NET en local, donc en fait, on va pas se faire chier. Démarrage sur macOS. Visual Studio sur Mac, mais non. Utiliser Visual Studio Code, voilà. Créer une application console. Super. Hop. Voilà, il y a un .NET New qui permet de créer rapidement un truc. Donc je vais me mettre dans Git. Je vais créer un truc qui va être genre... on va appeler ça... Dev ensemble. Voilà, c'est les trucs qu'on va faire ensemble. Dans Dev ensemble. Et donc là, on me dit qu'on peut faire un... On va faire un dossier qui va s'appeler hello world.net. Est-ce que vous voyez bien? C'est peut-être pas encore assez grand. Je vais agrandir encore un peu. Quand je fais le raccourci clavier, ça marche pas, c'est étonnant. Tac. Là, vous voyez bien, là, voilà. Donc, je crée mon dossier helloworld.net. Donc, il est vide. Et donc, je vais faire .net new console framework net 6.0. Alors évidemment, ce qui me choque énormément, c'est qu'il parle français, parce que Microsoft a toujours voulu bien traduire les trucs, donc c'est très bizarre d'avoir un truc qui parle en français. Le modèle application console a bien été créé. Ok. Et donc, maintenant, si j'ouvre VS Code, alors évidemment, il va me mettre sur mon autre... hop. Donc on va faire une nouvelle fenêtre. Voilà. Qu'on va ramener ici. Et on va aller ouvrir le dossier. Et on va aller ouvrir dans Git, Dev ensemble, Hello Dev. On va ouvrir ça. Et oui, je fais confiance. Et donc ça nous a créé quoi? Ça nous a créé un sysproj, qui correspond apparemment au fichier de projet. Ça va, c'est pas très gros, il n'y a pas trop de trucs. Et surtout le programme qui est... Ah voilà, c'est ça que j'avais découvert qui est trop bien. En fait, aujourd'hui, pour faire un nouveau programme .NET, il n'y a plus besoin de mettre des tonnes de trucs. Juste, tu écris comme un peu JS. Ils sont inspirés de ça. C'est qu'en gros, s'il n'y a rien, c'est juste comme un script.
Je trouve ça formidable. Enfin, je trouve ça trop cool qu'ils aient fait ça maintenant. Est-ce que vous voyez bien là? Je peux encore augmenter. Là, pour le coup, mon bracelet clavier marche bien. C'est-à-dire qu'on peut littéralement écrire du .NET dans un programme.cs et c'est tout quoi. Je trouve ça formidable. Est-ce qu'on a .NET Run du coup? Ça marche ça? Est-ce que ça comprend ce que je dois faire ou pas? Ouh là là, je sais pas ce que ça fait. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Tu vas pas installer le CLI de VS Code? Ça permet justement de faire code. Ouais, j'avoue que j'ai pas pensé à ça, Mika, mais oui, t'as raison, j'aurais pu faire code point et le faire, oui, tu as raison. Là, je vais faire code .NET Run, mais je sais pas si c'est. Oui, voilà, ça marche. Regardez, .NET Run, ça a pris du temps à compiler. Hein. C'est peut-être la première fois que je lance, donc il a peut-être dû. Voilà. .NET Run et le Word. Quand même cool. Et donc là, si j'ai envie de faire bonjour lundi.dev, hop, on sauvegarde, on run. Paf, ça marche, quand même cool. Bah attendez, on va l'utiliser directement dans le terminal qui est là. .NET Run, paf, et ça marche. Bonjour lundi.dev. Cool. Ah mais je suis con, je peux même peut-être potentiellement utiliser exécuter, démarrer sans débugage. Ouais, tac. Le build time me paraît long aussi, je suis d'accord, Human Bomb. Mais je fais peut-être pas les choses correctement. Hein. Par contre, du coup, ça démarre pas là. Alors si ça démarre, je le vois pas. Créer un fichier launch, oui. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit que ça déconne. D'accord. Ah, peut-être que c'est en train de démarrer. OmniSharp est en train de démarrer pour la première fois. Ouais. Je pense qu'il a un peu de temps la première fois à démarrer, mais en vrai, j'ai trouvé ça tellement, tellement cool parce que moi, dans ma tête, .NET, c'était forcément avec Visual Studio, donc c'était forcément avec des tonnes de trucs, etc. Et en vrai, je trouve C# intéressant. Enfin, forcément, j'y vais toujours avec à reculons parce que je me dis putain, c'est Microsoft, donc voilà, historiquement. Mais bon, on voit que c'est une boîte qui essaie de se transformer, donc faut toujours faire attention avec les boîtes qui se transforment, mais voilà. Et en vrai, l'environnement .NET, il est intéressant, quoi. Beaucoup de jeux vidéo sont faits en .NET pour des raisons historiques, que ce soit via Unity ou via le XBLA à l'époque, il y a plein de choses. Et puis même, moi, j'ai envie de découvrir aussi ce qui se fait par ailleurs. Et Visual Studio, ouais, pour le coup, c'est assez l'enfer. Enfin, ça a ses avantages aussi, hein, mais c'est un gros truc. Donc, moi qui utilise VS Code tout le temps, bah, c'est intéressant de voir si ça marche aussi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Non. Pourquoi ça marche? Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Alors que bon, faut se dire, je peux faire .NET Run et ça marche. Hein. Rider est tellement mieux que VS Studio. Bah oui, je veux bien croire. Rider, c'est le, comment on dit, l'éditeur de, comment ça s'appelle Ah, JetBrains. Voilà. Désolé, j'ai eu un peu de mal à trouver. Eh, salut Yann. En gros, JetBrains, ils fournissent plein d'éditeurs pour plein de langages et Rider, c'est l'un de leurs best-sellers qui permet de manipuler un peu du C# sans utiliser Visual Studio, Code. Moi j'aime bien JetBrains, j'aime bien ce qu'ils font. Après j'utilise beaucoup VS Code aussi, mais c'est pas mal quoi. Donc voilà, donc bref, on a pu réussir à faire, enfin littéralement le Hello World ça devient vraiment très correct, je veux dire. C'est beaucoup moins verbeux qu'avant, beaucoup plus efficace. Le problème c'est qu'en fait je sais pas du tout, je sais pas du tout faire du C# quoi. J'en ai écrit mais il y a très longtemps et aujourd'hui je sais pas en faire, donc vous voyez. Je sais même pas comment on déclare une constante, ça doit être genre int i égale 0, ouais, le i est inférieur à 10, et puis j'aimerais voir comment ça marche avec l'interpolation aussi des caractères. Ça marche comme ça, non? Je sais pas comment ça marche, l'interpolation de chaîne. Y a pas un truc, y a pas un délire? C'est l'occasion de découvrir. L'interpolation de chaîne. Oui, il nous explique qu'on peut écrire ça comme ça, ou on peut remplacer ça par un truc complet, mais moi je m'en fous en fait, je suis un peu à l'arrache. Et ah oui, il faut mettre un dollar devant. Dollar devant. Voilà. Et là, après, maintenant, une fois que tu as fait ça, tu peux faire I. Et là, normalement, ça marche. Regardons. Alors, attendez. Faut quand même que je rajoute.
Voilà, et là normalement est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Il y a un truc très satisfaisant, je trouve, à ces langages qui sont faciles à bidouiller. Je veux dire, là, si j'ai envie de faire un script en .NET, techniquement, parce que là, en plus, ça me l'a compilé normalement, je pense. Je sais pas, regardons, tiens. Regardons ce qu'il y a dans bin. Voilà, hello world.net. Je pense que c'est un exécutable que je peux exécuter comme ça, genre bin. Voilà, genre j'ai un exécutable qui est là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme taille? Il fait 130 kilos, ce qui est quand même beaucoup pour une pauvre boucle. Et la question que je me pose, c'est si je le prends et que je le bouge, est-ce que je peux continuer à l'exécuter? Ou est-ce qu'il a besoin de ce qu'il a autour de lui? helloworld.net, je vais le CP et je vais le foutre, je vais le foutre dans mon, je vais le foutre sur le bureau, tu vois. Voilà. Donc je vérifie, il est là. Alors vous pouvez pas le voir parce que hop, mais en gros il est là. Regardez, ouh, il est là. Hop, là c'est le chat que je remets là. Donc si je crée un nouveau, que je vais sur le desktop. Hop. Et que j'essaie de l'exécuter, est-ce que ça marche ou pas? Ouais, il a besoin de la DLL qui va avec quand même. Donc faut quand même pas oublier qu'il y a la DLL qui va avec. Et si on prend la DLL, alors c'était dans quoi? C'était dans bin debug.net. Bin debug.net 6.0 helloworld.dll. Bon, mais 4,5 kg, donc ça va quoi. Toujours moins que Go, nous dira Juno. Bah, un jour, il faudrait qu'on se refasse un peu de Go, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Go non plus. Voilà, Rocard. Leur tool intégré à Unity m'a tellement sauvé d'heures de debug. Mais je pense qu'en vrai, il y a un vrai sujet avec JetBrains qui font quand même des outils très cool. Moi, j'ai beaucoup utilisé RubyMine pendant longtemps. Parce qu'en Ruby, c'était pas évident d'avoir des outils qui comprennent ce que tu es en train de faire. Et JetBrains, ils sont bons là-dessus. Je me souviens aussi de PHP Storm quand je faisais beaucoup de PHP. C'était incroyable, PHP Storm. Donc, ouais, JetBrains, c'est vraiment des très bons trucs. Mais là, je l'ai pas Rider, mais je peux l'installer ceci dit parce que j'ai la licence globale pour tout. Mais bon, je sais pas à quel point ça va chier. Bon, si on peut essayer, hein. J'installe. Si ça coupe, vous savez pourquoi, c'est parce que je suis en train d'installer Rider. Il le télécharge. Hop. JetBrains Soulbox, j'ai un abonnement à l'année qui coûte un certain montant. Je crois que ça me coûte 200 balles par an. Mais pour 200 balles par an, j'ai accès à tous les IDE de JetBrains, ce qui est très utile. Si vous avez un peu d'argent en stock parce que vous êtes développeur, n'hésitez pas à investir dans vos outils, hein. Ça veut pas forcément dire se forcer à acheter des trucs que vous n'utilisez pas, hein, mais c'est important d'investir dans ces outils parce que ben, c'est littéralement. Enfin, un bon ingénieur a des bons outils, hein, ça le dit l'adage, donc c'est pas rien, je trouve, de faire attention à ça. C'est en train de s'installer là. Rider. J'aimerais bien pouvoir le démarrer pour vous montrer à quoi ça ressemble, Rider, pour le coup. Mais un des trucs que je voulais vous montrer, c'est quoi maintenant .NET, on peut bidouiller du .NET sans avoir VS Code ou des tonnes de trucs compliqués, quoi. Ça, c'est assez chouette. Oui, Valarocker qui dit évidemment, c'est encore mieux quand tu te fais payer ta licence directement par ta boîte. Évidemment, c'est quelque chose qui se fait très bien et c'est un des trucs que vous pouvez d'ailleurs dire à vos employeurs, c'est payez-moi les bons outils, s'il vous plaît. Parce que quand même, ça leur fera gagner du temps. Je me souviens avoir bossé dans une SS2I il y a longtemps, en 2011, donc il y a quand même longtemps maintenant. À l'époque où quand même PHP Storm existait et il y avait un des développeurs qui s'en sortait bien dans la boîte, etc., qui utilisait PHP Storm. Mais tous les autres, ils savaient pas et puis la boîte ne fournissait pas d'outils et tout, donc ils utilisaient NetBeans, je crois que j'utilisais NetBeans. C'était extrêmement lent, c'était l'enfer, ça marchait mal et tout. C'était horrible, c'était horrible. Ah oui, Fleet, c'est VS Code by JetBrains. Faudrait que je vois ce truc-là aussi, hein. Faudrait que je manipule ça aussi pour voir. Ah, Rider a été installé. Ça va démarrer. Un petit instant. Rider. Alors pour le coup, ça a vraiment un côté IDE, vraiment, hein. Ah, il a remarqué que j'utilisais Visual Studio Code.
Oui, bah d'accord. Non, je suis pas obligé de garder le keymap pour le coup, parce que je connais les keymaps normalement de... Voilà. .NET, update. J'ai pas besoin de mono, mais... Vas-y, update voir .NET. Du coup, c'est un vrai IDE. Non pas que VS Code, c'est un faux IDE, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire par là, quoi. Oh là là. Donc. L'intérêt de JetBrains, c'est que c'est très bien intégré, c'est-à-dire qu'en gros, t'es rarement déçu par l'IDE. Ça t'arrive, mais globalement, c'est quand même des trucs de bonne qualité, quoi. Mopral nous dit, j'ai eu une boîte où je faisais du PHP sur Notepad++. Ah oui, c'est dommage, oui. J'avoue, non. Don't do that, hein. Enfin, sauf si vraiment c'est le... Non, mais même, vous avez forcément des meilleurs éditeurs qui existent aujourd'hui que Notepad++, quoi. Qui a beaucoup aidé pendant des années, hein. Je suis pas en train de cracher sur tout ce que ça a apporté, mais... Feature de plugin... Non, mais j'ai pas besoin de tout ça. Open. Git, dev ensemble, hello world. Hop. Trust and open. Ouais, d'ailleurs, la plus d'IDE, on en parlait tout à l'heure du fait que les outils s'étaient améliorés en termes de sécurité. Là, c'est ce que nous disait le Ken là, qu'on avait vu dans son blog. Mais là, on voit aussi que maintenant les IDE posent de plus en plus la question est-ce que tu te sens en sécurité avec tel ou tel truc? C'est bien, c'est pour pousser les gens à faire attention. What's new in Rider? Maintenant, on peut bosser sur Unreal Engine. Bah, Unreal Engine n'a pas de C# normalement. Ah oui, mais maintenant, parce que Rider propose du C++, maintenant, c'est vrai, j'avais oublié. Ok. Rider fait aussi du C++. Bref, hop. Et du coup, là, si j'augmente... parce qu'il va falloir que j'augmente la taille, par contre. Alors, je sais pas à quel point je peux facilement augmenter. Alors, je crois que c'est le Presentation Mode. Ah, mais Presentation Mode, ça va pas m'aider parce que ça prend toute la place. Donc, non. L'enfer. Attendez. Y a pas la possibilité d'augmenter la taille de tout? Ça, c'est dommage. Je peux pas faire de plus comme avec VS Code facilement. Si. Bah non. En tout cas là ça marche pas. Je crois que tu peux C# maintenant, non? Je sais pas. Alors attendez, hop là on a le programme. Et paf. Alors il est stressé, mais je sais pas pourquoi il est stressé. Ah c'est marrant, lui il fait comme si ça n'existait pas alors qu'en vrai bah, c'est disponible par défaut console. Vous avez vu, il est pas forcément à jour par rapport à ce qui se fait dans les dernières versions, hein, parce que ça le stresse alors qu'il devrait pas être stressé. Par contre, le run, là, ça devrait marcher pour le coup. Ah non, ça le stresse. Vous voyez, c'est marrant, hein, on n'a pas les mêmes versions selon VS Code et Rider. Bon, il faudrait que je creuse ça tranquillement hors antenne, mais c'était très cool. Messieurs, dames, ça fait 2 heures, il est midi, qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble, de voir un peu, de faire une revue de presse et ensuite de manipuler un peu de code pour le fun. J'étais très content d'être avec vous pour tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si tu es sur YouTube, tu fais un petit pouce, hein, tu connais le délire, tu fais un petit commentaire. Mais vous qui êtes sur Twitch et qui parlez dans le chat, qui est là, merci encore d'avoir été là en direct. C'est très très cool de votre part. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à des potes dev, à des collègues, etc. Parce qu'en vrai, c'est comme ça aussi que on peut partager à plus de monde ce truc-là. Surtout que le lundi matin, ça peut être un moment assez chouette pour démarrer votre semaine. Je vais vous laisser relativement rapidement parce qu'il faut que vous ayez mangé et moi aussi. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur lundi.dev dès l'après-midi pour retrouver tous les liens de ce dont on a parlé si vous voulez y revenir plus tard ou si vous dites ah attends c'était quoi qu'on avait vu, etc. C'est tout disponible sur lundi.dev. N'oubliez pas non plus euh, que vous pouvez suivre la chaîne Twitch pour être au courant quand je Twitch le lundi matin, mais également quand je fais des petits streams. Je fais aussi quelques streams où je code des bouts de trucs, ou voilà. Durant la semaine, ça peut être marrant de se retrouver ensemble. C'est assez chill durant la semaine. Voilà, merci encore à tous. C'était trop chouette de vous avoir vu, d'avoir discuté ensemble. Et on se retrouve bien vite. Ah, ciao. Salut!